en aidant des fourmis à se battre. J'ai accidentellement découvert l'entrée d'un monde miniature, et un œuf que j'avais laissé tomber, a nourri par hasard 50 personnes de tout le village pendant 3 jours. Résultat, les gens d'ici me vénèrent comme un dieu. Et chaque jour, je leur envoie de la nourriture. Jusqu'au jour où j'ai sauvé, par accident, une mère et sa fille. C'est là que j'ai découvert que ce monde miniature était en fait celui de la dynastie Mine. Tout ça parce que j'avais trouvé une boîte de sable dans une fourmilière et que, tout excité, je l'avais ramenée chez moi. J'ai alors découvert qu'il y avait à l'intérieur de minuscules personnes, de la taille d'un grain de poussière. À ce moment-là, une jeune fille tenait un panier en bambou, ramassant de l'herbe et de l'écorce sur le sol sablonneux. De temps à autre, elle trouvait quelques feuilles de légumes verts sauvages. Tout à coup, des bandits brandissant des épées rouillées ont déboulé dans le village en hurlant. « Écoutez-moi bien, bande de manants. Filez toute la bouffe que vous avez dans vos maisons au patron. Sinon, je vous bute tous jusqu'au dernier, d'un seul coup. » Immédiatement après, la porte de la maison de la jeune fille a été défoncée d'un coup de pied. Elle et sa mère furent traînées dehors, et toutes les deux se mirent à pleurer et à hurler. « Grand chef, s'il vous plaît, épargnez-nous, nous n'avons vraiment rien à manger. Regardez notre famille. Nous en sommes réduits à manger des racines d'herbe. » Mais le bandit n'en avait rien à faire. Il a regardé la jeune fille, d'un air mauvais. « Je me fiche que vous mangiez des racines ou de l'écorce. Si tu ne livres pas la nourriture, le patron va te trancher la tête d'un seul coup. » En entendant ça, la jeune fille éclata en sanglots. Sa mère courut pour la prendre dans ses bras et supplia qu'on l'épargne. Mais le bandit trancha la gorge de la vieille femme d'un seul coup. Un liquide rouge gicla au loin. Puis il brandit de nouveau son épée et l'abattit sur la jeune fille. En voyant ça, je n'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai ouvert le couvercle de la boîte de modélisme, j'ai approché ma main de la boîte et j'ai donné une pichenette. Au même moment, dans le village de Gao, sous la dynastie Ming, une main géante sortit soudainement des nuages. La jeune Gawa sentit quelque chose bloquer la lumière du soleil et leva les yeux. Le visage inondé de larmes, elle vit une main géante s'avancer rapidement vers elle. Une pichenette au-dessus de sa tête, et le bandit qui brandissait son épée pour la frapper fut projeté dans les airs, juste à côté de Gawa. Il traversa le ciel avant de s'écraser sur le sol sablonneux à l'extérieur du village dans un bruit sourd. Tous ses os furent brisés à l'impact. Un faible bruit de vent et de tonnerre résonnait encore dans le ciel. Maudit bandit. Puis, la main se retira dans les nuages et disparut. À cet instant, Gawa en oublia même de pleurer, fixant le ciel, stupéfaite. Voyant que leur camarade avait été soudainement projeté au loin, les autres bandits se rassemblèrent, regardant férocement Gawa. « Petite, qu'est-ce que tu as fait à l'instant ?» Gawa serra le corps de sa mère dans ses bras et secoua la tête, l'air confuse. « Si tu ne parles pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire parler. » Le chef des bandits s'avança et leva l'épée rouillée qu'il tenait pour la frapper. Mais l'instant d'après, le chef des bandits poussa un cri et disparut instantanément. Les bandits restants furent stupéfaits. Le groupe se mit à hurler sur Gawa. Leurs cris étaient remplis de colère, de panique et de peur. Ce n'est qu'à ce moment-là que Gawa réalisa qu'elle seule pouvait voir la main géante. Elle leva les yeux vers les nuages dans le ciel et vit que, dans une trouée entre les nuages, flottait vaguement le visage d'un homme, comme si un dieu observait le monde. Alors, il a lâché le corps de sa mère et s'est agenouillé face au ciel. « Dieu du ciel, sauve-nous !» Le tonnerre a grondé. On aurait dit que quelque chose tombait du ciel, et les bandits ont pris la fuite, terrorisés. Mais l'instant d'après, une paume immense est tombée du ciel, et tous les bandits ont été écrasés au sol. Le diorama est retombé dans un silence temporaire. Les portes de toutes les maisons délabrées du village se sont ouvertes, et les villageois sont sortis de chez eux et se sont approchés des bandits que j'avais écrasés, tout en murmurant à voix basse. Ils n'arrêtaient pas non plus de regarder le ciel. Et quelques personnes entouraient la jeune villageoise pour lui demander quelque chose. Leur voix ressemblait à des bourdonnements de moustiques, et je ne pouvais rien entendre. Clairement, à moins qu'ils ne crient très fort. L'instant d'après, les villageois étaient déjà bien occupés. Ils ont dépouillé les bandits de leurs armes et de leurs vêtements. Chaque famille a reçu une arme, puis ils ont creusé une fosse à l'extérieur du village pour enterrer les corps. Ils ont aussi taillé quelques morceaux de bois pour en faire des stèles devant les tombes de leurs proches. Mais on aurait dit que personne au village ne savait lire. Pas un seul mot n'était écrit sur les stèles. Ils ont seulement gravé quelques marques biscornues au couteau pour identifier de quelle famille était le défunt. La jeune villageoise s'est agenouillée devant l'une des tombes, se frappant la tête contre le sol. À plusieurs reprises, les yeux remplis de larmes. Et moi, je suis resté là à observer en silence, pendant un long moment. Je ne suis pas allé me reposer avant la nuit. Et après m'être levé le lendemain, j'ai fait cuire 2 œufs.
Je suis retourné voir le diorama. Les villageois avaient déjà commencé à travailler. Et la jeune villageoise portait déjà un panier en bambou. Elle cherchait des racines dans la terre sablonneuse à l'extérieur du village. Hier, elle avait perdu sa mère. Et elle n'avait sûrement pas encore surmonté sa peine. Mais elle devait déjà se mettre en quête de nourriture. Gaoyi avait cherché sur cette terre sablonneuse pendant une demi-journée. Et ses mains et ses pieds devenaient de plus en plus faibles, son corps était aussi un peu tremblant. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir avant de mourir de faim. Mais elle savait que ce jour se rapprochait de plus en plus. À ce moment-là, un soupir retentit dans le ciel. Cette fille souffre terriblement, Gaoyi. En entendant cette voix, elle leva brusquement la tête et vit le visage d'un jeune homme émerger des nuages. La jeune fille sut qu'elle était sauvée. Elle s'inclina pieusement une fois de plus. Ô Dieu du ciel, j'ai si faim. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, ayez pitié et sauvez-moi. Gaoyi était comme un petit animal sans défense, attendant en silence la grâce du Dieu céleste. Mais après avoir attendu un moment, rien ne se passa. En relevant la tête, elle découvrit que le visage de l'homme dans les nuages avait disparu sans laisser de traces. Le grand Dieu n'est pas disposé à m'aider. Peut-être qu'hier, il m'a seulement aidé à tuer ces bandits. Impardonnable. C'est juste que le grand Dieu a agi sur un coup de tête. S'il répondait à toutes les prières, comment pourrait-il y avoir tant de souffrance dans le monde? À bien y réfléchir, je n'ai jamais rien offert au grand Dieu. Pourquoi m'aiderait-il? Elle serra les dents. Il fallait continuer à chercher des racines. De l'autre côté, je me suis levé de ma place à côté de la boîte à paysages et je suis entré dans la cuisine. Le feu crépitait dans le poêle, l'eau dans la casserole bouillait. Les 2 œufs que je venais de plonger dans l'eau étaient déjà presque cuits. J'ai pris un œuf d'une main et me suis approché de la boîte à paysages. Dans la boîte, la petite jeune fille cherchait toujours, avec diligence dans le sol sablonneux. Ma petite, je vais te donner quelque chose à manger. La fillette se raidit. Elle leva la tête pour regarder le ciel. Ses yeux étaient remplis de surprise. Alors que les nuages s'écartaient des 2 côtés, une main géante apparut et déposa un œuf énorme. L'œuf fut posé sur le mur de sable juste devant elle. Gaoyi, bouche bée, regardait fixement devant elle. On aurait dit l'œuf d'une ancienne bête géante. Effrayée, elle recula de quelques pas. C'est un œuf? Demanda Gaoyi, incrédule. Oui, un œuf. Pour que tu manges. C'est pour toi. Je l'ai déjà fait bouillir, tu peux le manger directement. En entendant les paroles bienveillantes du grand Dieu, Gaoyi prit enfin son courage à 2 mains. Elle s'approcha de l'œuf et frappa la coquille. Celle-ci émit un son sourd. C'était comme si elle frappait contre un rocher. Elle ramassa une pierre et, de toutes ses forces, elle frappa la coquille de l'œuf. Paf! La pierre se brisa. Mais la coquille de l'œuf resta intacte. Voyant que la coquille était plus dure que la pierre, je souris avec embarras. Je lui dis doucement, laisse-moi t'aider à enlever la coquille. Après avoir retiré la coquille de l'œuf, je le posai devant la fillette. Les yeux de la petite s'écarquillèrent. C'était vraiment un œuf dur. Seulement, il était beaucoup trop gros. Il faisait plus de 3 mètres de long. Gaoyi se jeta soudainement dessus. Elle mordit à pleines dents dans le blanc d'œuf, aussi pur que la neige. Délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est un mets si raffiné que seuls les jeunes maîtres des grandes familles de propriétaires ont le droit de manger. Et maintenant, j'en ai un immense juste pour moi. Je vais en manger jusqu'à plus faim. Gaoyi donna quelques coups de dents dans l'œuf dur, y creusant un grand trou. Elle grignota le blanc et atteignit le jaune. Elle plongea toute sa tête à l'intérieur de l'œuf et se mit à dévorer le jaune à grandes bouchées. Bruit de bouche satisfait. Elle mangeait avec un tel bonheur que j'en étais moi-même enfin ravi. J'avais enfin pu aider cette pauvre fille, mais ne serait-il pas un peu trop gros? Cet œuf que je lui ai donné, elle n'arrivera jamais à le finir. Nous sommes en juillet. Si on le laisse dehors toute la nuit, l'œuf va tourner et sera immangeable. À peine avais-je eu cette pensée que elle s'est agenouillée et prosternée. Merci infiniment. Grand Dieu céleste. Maintenant qu'elle avait le ventre plein, elle avait retrouvé des forces. Elle a piqué un sprint en direction du village. En un rien de temps, les 42 habitants du village s'étaient rassemblés autour de l'énorme œuf dur. Les gens, debout, devant l'œuf, avaient l'impression d'être face à une petite maison. S'il n'y avait pas eu ce trou dans la coquille, par lequel on voyait clairement le jaune, ils n'auraient jamais osé s'approcher. C'était un œuf dur, encore dans sa coquille. Le chef du village, Gaojia, se tenait devant, l'air perplexe. Guy, tu dis que cet énorme œuf dur est un don du grand Dieu céleste? Guy hocha la tête et montra le ciel du doigt. C'est le même grand Dieu céleste qui nous a aidés à tuer les bandits hier. Les gens du village de Goya se regardèrent les uns les autres. La scène de la veille était encore vive dans leurs esprits. Cette bande de cruels bandits avait été réduite en bouillie par une pression invisible. Le sang avait giclé partout. La scène était bien trop choquante. Après ça, seul Gao YY avait dit avoir vu un dieu
Céleste passait une main à travers les nuages. Et anéantir les bandits d'un seul geste. Mais personne d'autre ne l'avait vu. Quant à ces paroles, les villageois ne savaient pas s'ils devaient la croire. Ou non. Et voilà que, seulement un jour plus tard, Gao YY avait obtenu un œuf aussi énorme. Et prétendait que c'était un cadeau du grand Dieu céleste. En regardant cet œuf, aussi grand qu'une maison, le chef du village soupira. Un œuf si gigantesque ne peut être que l'œuvre d'un grand Dieu céleste. Même s'il existait un œuf aussi gros dans le monde, il n'y aurait pas de marmite assez grande pour le faire cuire. Guy hocha la tête en signe d'accord. On dirait que le grand Dieu céleste te favorise particulièrement. Je ne me révèle qu'à toi. Les autres n'en sont pas dignes et n'ont pas la chance de voir l'ancien Dieu. Goyi est un peu surprise. Le grand Dieu me favoriserait, moi, le chef du village, quant à lui. Demanda, as-tu d'autres instructions, Goyi? Dit-elle rapidement. Il a dit d'appeler les villageois pour qu'ils viennent manger. Le chef du village tendit la main et désigna l'œuf devant lui. Puisque c'est un cadeau du grand Dieu, alors mangeons. Mais pas question de se jeter dessus. Un gros morceau pour chacun, à ramener à la maison. Pour le reste, je ne sais pas quoi faire. Rapidement, le chef du village termina la distribution. Quant à la grande quantité restante, les villageois ne pouvaient vraiment pas tout emporter et ne savaient qu'en faire. Je me dis que si ça reste au village, ça va se gâter et ce ne sera pas une bonne chose. Il a simplement mis la main dans la boîte et a retiré les œufs restants. Il les a ensuite jetés dans sa propre poubelle. Les villageois virent les morceaux d'œufs restants repartir vers le ciel. Pris de peur, ils s'évanouirent presque. En se réveillant, étrangement allongés sur le sol, ils se prosternèrent face au ciel, remerciant le grand Dieu pour son cadeau. Bientôt, le village de Zojin retrouva son calme. Les petits se remirent en quête de nourriture, même s'ils venaient de prendre un repas complet. Mais les œufs durs se conservent mal. Dès demain, ils recommenceront à s'inquiéter pour leur subsistance. Je suis assis à l'extérieur du village de Juanjin, observant, en silence, les faits et gestes de ces petites gens. Mon cœur est empli de sentiments contradictoires. Ce n'est pas une solution simple. Un seul œuf ne leur suffit pas. Leur donner un œuf chaque jour, manger uniquement des œufs provoquera des carences, n'est-ce pas? Je dois aussi leur donner un peu de riz et de légumes. De temps en temps, il faut aussi un peu de viande. Au fait, il faut aussi du sel. Les humains ne peuvent pas vivre sans sel. Les petits êtres sont aussi des humains, n'est-ce pas? En y réfléchissant, les choses semblent se compliquer. J'ai l'impression d'élever une cage de hamsters. Vu la quantité de nourriture. Pour ces 42 petits êtres, je vais devoir dépenser au moins quelques yuan par mois pour les élever. Je ne peux pas me permettre cette petite somme. Laisse tomber. Oublions l'élevage. J'ouvre Bédu pour faire une recherche. Comment élever les petits êtres du pays des Lilliputiens? Impossible de trouver des réponses sur Bédu. Alors j'ouvre le forum militaire historique que je fréquente. Et je poste de façon anonyme. Si vous aviez un groupe de petits êtres qui venaient du pays des Lilliputiens, que feriez-vous? Ils veulent des petites? Tous les jours, je la sors et je lui soulève la jupe. C'est vraiment pas possible. Je pourrais la mater pendant qu'elle prend son bain. Tous les jours? J'en reste sans voix. Putain, quelle bande d'abrutis. Avec cette bande de bons à rien. Ça ne sert à rien de discuter. On dirait que je ne peux que tâter le terrain et commencer à apprendre sur ces petits êtres. Hibou mouton à partir de zéro. J'ai jeté un œil au diagramme pour m'assurer que les petits n'avaient pas besoin de soins pour le moment. Et je suis sorti en courant. J'ai foncé à toute allure au supermarché le plus proche. J'ai embarqué un sac de riz et acheté 2 morceaux de porc. En plus d'un sachet de légumes, j'ai aussi acheté un grand paquet de sel. J'en ai eu pour plus de 100 $. En rentrant à la maison, j'ai trouvé la demeure de la jeune villageoise Gawayi, et j'ai mis mes mains en porte-voix. J'ai visé la fenêtre de sa maison et j'ai versé, lentement, très lentement, une poignée de riz à l'intérieur, jusqu'à remplir la moitié de la pièce. Ensuite, j'ai tapé dans mes mains et j'ai attendu joyeusement son retour. Elle sera super contente de voir autant de riz, pas vrai? Pendant ce temps, San Yaokai était assis dans le bureau du magistrat du comté, parcourant les registres de compte que le secrétaire lui avait remis, les sourcils froncés, l'air contrarié. Les taxes des villages en retard n'ont toujours pas été perçues, et nos supérieurs nous mettent une pression folle. Le secrétaire s'empressa d'afficher un sourire flatteur. Votre honneur, une grande sécheresse sévit à Chantilly. La terre est aride sur des milliers de kilomètres. Les gens n'ont pas de quoi vivre, ces paysans. Ils n'ont vraiment plus un grain. Vous aurez beau insister, vous ne pourrez rien percevoir. C'est ce que vous appelez être à court de grain. Ces canailles en ont plein les mains, du grain. Ils l'ont juste caché et refusent de le sortir pour payer l'impôt, dit le secrétaire, mal à l'aise. Mais, votre honneur, l'année d'avant, il y a aussi eu la sécheresse, et l'an dernier également. Comment se fait-il qu'on ait toujours réussi à percevoir le grain, mais que cette année, ce soit impossible?
La première année de sécheresse. Tout le monde a des réserves. La deuxième année. Ils arrivent encore tout juste à payer les taxes. Mais si la sécheresse persiste une troisième année, cela veut dire que les gens vont mourir de faim. Où trouveraient-ils l'argent ou le grain pour payer? Alors comme ça, jamais 203, hein? Tang. Yaoke le toisa d'un regard mauvais. Comment? Tu prends même la défense de ces vauriens? Combien est-ce qu'ils t'ont payé? Tu oses venir me souffler tes sornettes à l'oreille. À moi? Le secrétaire sursauta. Je vous assure, votre honneur. Je n'ai reçu aucun pot de vin d'eux. Ils n'arrivent même pas à survivre, d'où sortirait-il l'argent pour me soudoyer? Je suis vraiment obligé de dire un mot en leur faveur. Tu appelles ça une crise de conscience? Tang Yaoke ricana, n'accordant plus aucune attention au secrétaire. Il refuse de payer les taxes. Face à ce genre de scélérat, il faut être impitoyable. Rouez-les de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les gardes se jetèrent sur lui. Le secrétaire était horrifié. Votre Excellence. Monsieur le magistrat, ne faites pas ça. Le peuple souffre déjà énormément. Si vous les forcez, je crains qu'ainsi, ils ne transforment de braves gens en rebelles. C'est ce qu'on appelle pousser le peuple à la rébellion. Ça fait un bail que j'ai acheté ce fou. Pendant ce temps, Goye est rentré au village de Go, le corps éreinté. Mais juste au moment où il arrivait à la porte de sa maison, il a tiré le verrou, et dans un grand fracas, la porte s'est ouverte. Une grande quantité de grains de riz, blanc, ovale, de plus d'un demi-mètre de diamètre, ont roulé vers lui. Il est resté stupéfait un instant, regardant bêtement autour de lui. Du riz. Des grains de riz aussi gros, alors qu'il était perdu, et ne comprenait pas ce qui se passait. Il vit dans le ciel. Au-dessus de sa tête, le visage du grand Dieu céleste apparaître faiblement. Ce visage arborait un sourire. Et un instant plus tard, il se cacha de nouveau dans les nuages. En peu de temps, les 42 habitants du village s'étaient de nouveau rassemblés devant la maison de Jaolé. Tous regardaient ces énormes grains de riz blanc, aussi gros qu'une pierre à encre, plongés dans la confusion. Tout le monde était comme paralysé. Au bout d'un moment, le chef du village dit « C'est encore une grâce du grand Dieu céleste, n'est-ce pas? Il n'existe pas de riz aussi gros dans le monde. » Gao sentit aussitôt que le grand Dieu céleste lui avait fait une petite blague. Il a délibérément rempli ma maison de riz blanc et m'a submergé quand j'ai ouvert la porte. Le chef du village a dit « J'espère qu'il nous fera des blagues comme ça tous les jours. » Gaucho serra un grain de riz dans ses bras et sourit niaisement. « Comment on se partage ce riz? 10 grains par famille ?» Le chef du village hurla, furieux, « Adjoint, remets-le à sa place. On ne sait pas encore si ce riz est seulement pour YYE ou s'il est pour nous tous. S'il est seulement pour YYE, si vous le prenez au hasard et que vous irritez le grand Dieu céleste, vous voulez finir écrasé comme des bandits des montagnes. » Gauchugu, effrayé, lâcha aussitôt prise les mains et le riz est tombé par terre. Le chef du village s'est tourné vers Gao Shugu et a dit gentiment « YYE, tu es un bon garçon. Puisque le grand Dieu céleste a choisi de n'apparaître qu'à toi, alors nous ne pouvons que te demander de parler au grand Dieu céleste, s'il te plaît. Demande-lui si nous pouvons, grâce à toi, utiliser un peu de ce riz. » Juste au moment où il disait cela, en direction de l'entrée du village, une voix retentit soudainement. Arrogante, manant méprisable du village de Gao, sortez, sortez. Cessez de vous cacher dans vos maisons. À faire les morts. Quand allez-vous payer les impôts que vous devez à la cour impériale? À peine cette voix eut-elle retenti que le visage de tous les villageois s'assombrit. Même les plus jeunes enfants couvraient leur bouche de peur, n'osant pas pleurer. D'en haut, à voix basse. Malédiction. Les sbires du comté sont arrivés. Le chef du village dit immédiatement, YYE. Tchou, et vous, les jeunes, mettez-vous au travail et emportez tout ce riz chez YYE. Fermez bien la porte. Je vais à l'entrée du village pour m'occuper des sbires. Et souvenez-vous, que personne ne voit le riz qui est dans cette maison. De l'autre côté, debout, à côté de la boîte scénique, soudain, j'ai découvert que dans la boîte, 5 autres petits fonctionnaires étaient apparus instantanément. J'ai vu que les 5 nouveaux petits fonctionnaires semblaient se disputer avec les petits villageois. J'ai vite tendu l'oreille et j'ai entendu un petit fonctionnaire crier « Ça fait longtemps que vous devez des impôts, bande de roturiers. Vous voulez vous rebeller, ou quoi ?» Un autre fonctionnaire faisait les 100 pas avec une règle en fer. « Si vous ne payez pas les impôts, je vous arrête et je vous jette en prison. » Le chef du village s'approcha, souriant servilement, « Messire, ce n'est pas que nous ne voulons pas payer les impôts. Mais nous n'avons ni argent ni nourriture. On va tous mourir de faim. Regardez ce temps. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis des mois. Toutes les récoltes dans les champs sont mortes. » Le petit fonctionnaire ricana. La sécheresse n'est pas une excuse. Le grain, pour l'impôt du gouvernement, doit être livré dans sa totalité, quoi qu'il arrive. Sinon, ce sera considéré comme une rébellion.
Le chef du village prit un air dépité. Monsieur l'officier, regardez. Les gens de notre village. Ils sont tous décharnés et mal nourris. Un simple coup de vent pourrait les emporter. Ils n'ont pas l'air d'avoir de l'argent. Ils meurent tous de faim. Il n'y a vraiment aucun moyen de payer les impôts, bordel. Très bien, je vais fouiller le village moi-même. Si je découvre que tu caches du grain sans payer, tu pourriras en prison. Il bouscula le chef du village et entra dans le village en se pavanant. Cette scène me mit en rage. C'était le cliché parfait des fonctionnaires opprimant le bon peuple. Un sentiment étrange et mystérieux grandit dans mon cœur. J'ai bien peur que cette boîte ne soit pas aussi simple que je le pensais. Très vite, les 5 petits fonctionnaires se mirent à fouiller le village. L'expression du chef du village se crispa. Les gens du commun ne craignent pas qu'on fouille leur maison. De toute façon, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Mais la maison de Gawayi est à moitié remplie de riz. Du riz blanc géant. Si les collecteurs d'impôts le trouvent, nous sommes perdus. Mais plus on est nerveux, plus on attire l'attention. Les collecteurs d'impôts s'en rendirent compte immédiatement. Le regard des villageois était, volontairement ou non, fixé sur une maison en ruine, comme si quelque chose y était caché. Quelque chose de honteux. Tous les jeunes hommes du village se tenaient devant cette maison en ruine. Il y avait 2 personnes qui soutenaient la porte avec leur dos, comme si elles craignaient que quelque chose ne s'échappe de l'intérieur. Une fois qu'elle serait ouverte, l'attention des collecteurs d'impôts fut immédiatement attirée par cette maison en ruine. Un collecteur s'approcha de la maison de Gawayi. Les villageois devinrent aussitôt très nerveux. L'expression de tout le monde changea. Le chef du village s'interposa instinctivement devant le collecteur. Dégage de là. Le collecteur le bouscula violemment, et le chef du village trébucha et tomba sur le côté. Les collecteurs se précipitèrent vers la maison et crièrent aux jeunes hommes qui se tenaient devant, « Écartez-vous !» Plusieurs jeunes hommes serrèrent les poings, mais personne n'osa riposter. Personne n'était disposé à bouger. Le collecteur leur donna un coup de pied et les écarta. La porte en bois était humide et incapable de supporter la pression. Le riz à l'intérieur se déversa aussitôt. Le collecteur qui se tenait devant eut un choc et recula aussi vite qu'il le put. Quand il vit les grains de riz de la taille d'une meule, il fut stupéfait. Les 4 autres collecteurs ouvrirent également la bouche, stupéfaits. La scène plongea dans un silence de mort. Après quelques secondes, un collecteur demanda en bégayant, « Le village de Gaojia cache une chose pareille ? C'est du riz ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-il si gros ?» Le chef du village prit son courage à 2 mains et déclara, « Ça, ce n'est pas le Dieu céleste qui vous l'a donné. C'est pour que ce Dieu nous sauve la vie. Si vous osez y toucher, le Dieu céleste vous ôtera la vie. » Les 5 collecteurs se regardèrent, ne sachant pas s'ils devaient le croire ou non. La scène fut de nouveau dans l'impasse pendant plusieurs dizaines de secondes. Personne ne parla. J'observais en silence. Je ne sais pas si je dois intervenir, si je veux protéger mes 42 petits bonshommes. Est-ce que je devrais tendre la main et tuer ces 5 nouveaux percepteurs, comme la dernière fois, quand j'ai tué les bandits? Mais est-ce la bonne chose à faire? D'où viennent ces 5 percepteurs? Comment sont-ils entrés dans la boîte? Est-ce que d'autres petits bonshommes entreront dans la boîte à l'avenir? Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Intervenir à l'aveuglette maintenant n'est peut-être pas la meilleure solution. J'ai réfléchi un instant et j'ai pris une photo avec mon téléphone. Puis, une main s'est approchée au-dessus de la boîte. Si mes petits bonshommes étaient en danger, j'étais prêt à intervenir pour en finir avec ces 5 petits fonctionnaires, ces étrangers, comme je l'avais fait avec ces petits bandits. D'un autre côté, en voyant l'énorme main apparaître vaguement dans le ciel, Gao le a paniqué. Il savait ce que cela signifiait quand le Dieu céleste levait la main. Hier, il avait vu le Dieu céleste réduire tous les bandits en bouillie d'une seule main. Cette image, à la fois terrifiante et satisfaisante, flottait encore dans son esprit. Gao le a rapidement levé la tête et a crié vers le ciel. « Non, Dieu céleste. Je t'en supplie, ne les tue pas, ce sont des fonctionnaires. Si tu les tues, tout notre village sera anéanti. » Les villageois étaient stupéfaits. Les 5 fonctionnaires l'étaient aussi. Puis, au même moment, ils ont regardé vers le ciel, se demandant ce que cela signifiait. Ce villageois crie au ciel, « Ne nous tuez pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui pourrait nous tuer? Nous 5, on ne voit rien. » Il n'y a rien dans le ciel. Mais ils n'étaient pas stupides non plus. Immédiatement, ils se sont souvenus de ce que le chef du village il y a un instant, mais la seconde d'après, le fonctionnaire en chef laissa échapper un ricanement mauvais et moqueur, et dit, « N'importe quoi. » Un autre fonctionnaire ajouta, « Tu m'as fichu la trousse. J'ai vraiment cru que quelque chose venait pour me tuer. En fait, ce n'est qu'une bande de minables qui font leur cinéma. Vous croyez que je suis facile à effrayer ?» cria un fonctionnaire. « Et, la femme, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Menacer des fonctionnaires, c'est défier la cour impériale. Tu cherches la mort, ou quoi? Je ne vous menace pas, j'essaie de vous sauver. Partez vite. Le Dieu céleste a déjà levé la main, vous l'avez mis en colère. Si vous continuez comme ça, il va tous vous écraser d'une seule gifle. Cria le fonctionnaire en chef. Arrêtez cette charlatane. Emmenez-la au chef-lieu pour l'interroger à loisir. C'est peut-être une disciple de la secte du Lotus Blanc. Un fonctionnaire brandit une règle de fer dans sa main et s'avança lentement vers Gawa. Gawa jeta un regard de côté au fonctionnaire qui approchait, puis leva les yeux au ciel. Les nuages s'écartèrent. La main du Dieu céleste descendait rapidement. Elle fut bientôt juste au-dessus de la tête du fonctionnaire. De toute évidence, le Dieu céleste la protégeait. Si ce fonctionnaire l'attaquait, le Dieu céleste l'écraserait d'une gifle, transformant le fonctionnaire en bouillie. Mais les fonctionnaires ne sont pas des bandits. Tuer des bandits, peu importe. Ils seraient tous marqués comme des rebelles, et avec l'armée venant mater la révolte. Ils mourraient tous sans sépulture. Gao ignora l'officier qui approchait. Elle leva la tête au ciel et continua de crier, « Je vous en supplie, non !» J'entendis l'appel de la jeune femme et compris aussitôt. Derrière ces 5 fonctionnaires de bas étage, il y en a encore bien d'autres. Leur statut représente le pouvoir qui les soutient. Cette boîte à diorama n'est pas aussi simple que ce que voient mes yeux. Cette fois, faisons les choses selon les attentes de la demoiselle. J'ai retiré la main avec laquelle je comptais initialement écraser les officiers. Je n'ai tendu que 2 doigts et j'ai doucement pincé l'officier. L'officier s'est mis à hurler comme un cochon qu'on égorge. Il sentit une force immense lui saisir l'épaule, le serrant jusqu'à ce que tous les os de son corps craquent, sur le point de se briser. Il regarda à gauche et à droite, essayant de voir ce qui le tenait, mais il n'y avait rien autour de lui. Il ne pouvait sentir qu'une force invisible. Les 4 autres officiers levèrent la tête en même temps, regardant leurs collègues qui se débattaient dans les airs. Leurs visages étaient remplis de stupeur. Les villageois, en voyant cette scène, se sont agenouillés, à l'unisson. Le grand Dieu s'est manifesté. L'officier, qui avait été saisi et soulevé dans les airs, était si terrifié que les larmes et la morve coulaient sur son visage. Et même son pantalon était mouillé. Il agitait ses mains et ses pieds dans le vide, et cria de toutes ses forces, « Grand Dieu, ayez pitié! Grand Dieu, ayez pitié! Votre humble serviteur n'avait pas l'intention de vous offenser. Votre humble serviteur a eu tort, pitié !» Les 4 autres officiers se regardèrent, ne sachant que faire pendant un instant. Juste à ce moment, j'ai gonflé mes joues et j'ai soufflé une bouffée d'air vers les 4 autres officiers. Une rafale de vent s'est soudainement levée. Une bourrasque de vent a soufflé vers les 4 hommes. Elle ne soufflait sur personne d'autre, seulement sur eux 4. Les 4 officiers furent emportés par ce terrible vent, projetés tous ensemble en arrière. Ils ont volé sur 3 ou 4 mètres avant de retomber lourdement au sol, leur derrière se fendant presque en deux. Les 4 comprirent enfin ce qu'ils devaient faire. Ils se levèrent rapidement, puis ils se laissèrent tomber à genoux dans un bruit sourd. Le front contre le sable jaune, je dis. Dites-leur de partir, et de ne rien révéler de ce qui vient de se passer. Golio cria d'une voix forte. Le grand Dieu vous ordonne de partir et vous met en garde. Ne dites rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 4 hochèrent la tête précipitamment. Nous obéirons aux ordres du grand Dieu. Ils se relevèrent et s'enfuirent en courant. L'officier qui flottait dans les airs s'écria en sanglotant. Ce petit serviteur veut partir aussi. Grand Dieu, ayez pitié, je vous en supplie, laissez ce petit serviteur s'en aller lui aussi. Ce petit serviteur ne dira pas un seul mot à ce sujet. Je relâchai ma prise, mon regard fixé sur les 5 percepteurs d'impôts. Je veux voir clairement comment ces 5 percepteurs vont bien pouvoir sortir de la villa Sojin. On ne vit que les 5 trébucher et fuir le village dans un état lamentable. Ils atteignirent bientôt les limites de la villa Sojin. Les 5 marchèrent droit devant eux, comme s'ils ne voyaient pas la paroi de verre. Ils traversèrent la paroi et disparurent simplement, sans laisser la moindre trace. Comme si la paroi de verre était un portail vers un autre monde. J'ai été témoin, personnellement, de l'entrée et de la sortie de petites personnes étrangères à la villa Sojin. Je ne pus m'empêcher de sombrer dans une profonde réflexion. Je dois réexaminer ma villa Sojin. Peut-être ne sert-elle pas uniquement à créer ces 42 petites personnes. Mais quelle est aussi une connexion avec le monde d'un autre petit pays? Je pensais que je créais juste une petite boîte à bonhomme. Alors je l'ai élevée nonchalamment, comme si c'était une cage de hamster. Je n'ai jamais pensé à enquêter sérieusement sur ces petites personnes. Quelle est la situation, au juste? Mais si ce que je regarde d'en haut, c'est un autre monde de petites personnes, alors il y a beaucoup de choses qui valent la peine d'être étudiées. Je tournai mon regard vers les villageois, les petites personnes. À ce moment-là, les petites personnes, les percepteurs avaient déjà fui, et les villageois du petit peuple, les petites gens, se sont rassemblés, ont acclamé et se sont inclinés vers le ciel.
la jeune fille du petit peuple, en tant que seule personne capable de parler au grand Dieu, Céleste, fut entourée par les villageois du petit peuple. Ils lui dirent quelque chose à la hâte. Alors, la jeune fille leva la tête et cria vers le ciel. « Grand Dieu céleste, les miens vous remercient pour votre aide. Ils aimeraient tous aussi vous demander si ces délices sont une récompense pour moi seul ou s'ils sont aussi pour mon peuple, pouvons-nous en profiter ?» Mon regard se posa sur la jeune fille. Cette jeune fille peut donc communiquer avec moi. Elle peut m'entendre parler. Je peux l'utiliser pour comprendre le monde de ce petit pays. Il semble qu'il soit temps d'adresser quelques mots à cette jeune fille. Je vais parler? Partager tout avec eux. De plus, j'ai quelques questions à vous poser. La jeune fille du petit peuple fut ravie. Mes amis. Le grand Dieu Céleste dit que ces délices sont une récompense pour nous tous. Tout le monde peut se servir. Les villageois du petit peuple poussèrent soudain des acclamations, que le grand Dieu Céleste soit loué. Longue vie au grand Dieu Céleste. Silence, tout le monde. Je vais poser des questions. La jeune fille s'empressa de crier. Silence tout le monde. Le grand Dieu Céleste a encore quelques questions à me poser. À son cri, tout le monde se tut. Instantanément. Sur quelle planète ou quel continent vous trouvez-vous? La jeune fille du petit peuple ne comprit pas. Elle répéta la phrase, mot pour mot et la transmit à tous les villageois du petit peuple. Mais aucun des petits êtres présents ne comprit. Pas même le chef du village, le plus sage et le plus expérimenté d'entre eux. Qu'est-ce qu'une planète? Leur visage les trahissait, ils n'avaient aucune idée de ce que ces termes signifiaient. Je vois. Bien qu'ils partagent la même culture, leur savoir est resté bloqué des centaines d'années en arrière. Dans quel pays êtes-vous? En quelle année? Les petits bonshommes avaient bien une vague idée de ce qu'était un pays. Ils savaient qu'ils vivaient dans l'un d'eux. Ce pays avait aussi une cour impériale et une armée. Mais quel était le nom de ce pays? À quelle époque sommes-nous? Ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils secouèrent la tête à l'unisson. J'ai froncé les sourcils. Ces types, ils ne savent même pas de quel pays ils sont, ni en quelle année nous sommes. C'est de l'analphabétisme de haut niveau. Mais à bien y réfléchir, c'est logique. Les paysans d'autrefois étaient illettrés, ils ne quittaient jamais leur village. Le plus loin, où ils allaient, c'était le bourg voisin. Ils ne savaient rien du monde extérieur. J'ai poussé un long soupir. Laissez tomber, je ne tirerai rien de vous. Les villageois se regardèrent. Gao y baissa la voix et dit à ses voisins. On dirait que le Dieu céleste est très déçu. Le chef du village dit avec impuissance, nous ne pouvons pas répondre à ces questions. Bien sûr qu'il est déçu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le chef du village réfléchit sérieusement et dit, dites au Dieu céleste de nous donner un peu de temps pour trouver une solution. Et trouver quelqu'un d'instruit. Quelqu'un d'instruit? Il n'y a personne d'instruit au village, dit le chef. Il n'y en a pas dans le village de Gao, mais il y en a au bourg. J'ai vu la personne la plus savante. Bien sûr, c'est le magistrat du district. Gao y était sur le point de secouer la tête. Le magistrat? Comment pourrait-on le faire venir ici, dit le chef. Alors, invitons le secrétaire du magistrat, Gao. Yi secoua la tête. On ne peut pas non plus inviter le secrétaire. Le chef du village sourit. Le secrétaire est aussi quelqu'un d'important, mais il n'est pas comme le magistrat du district, qui a toujours des officiers à son service. C'est plus facile de l'inviter. Le chef se tourna et regarda un jeune homme non loin de là, Chugu. Gao Chugu fit un pas en avant et sourit bêtement au chef. Celui-ci ordonna, demain, de bon matin. Emmène avec toi quelques jeunes du village. Mangez beaucoup de riz blanc, remplissez-vous bien l'estomac, pour avoir la force d'aller en ville, et de ramener le conseiller Gao au village de Gao. S'il est d'accord pour venir, invitez-le avec respect. S'il n'est pas d'accord, assommez-le d'un coup et ramenez-le de force. Souvenez-vous, nos vies nous ont été offertes par le grand Dieu céleste. Tout ce que le grand Dieu céleste désire, nous devons le déposer entre ses mains vénérables. Nous ne pouvons pas le décevoir. Gao Chugu ouvrit la bouche toute grande. C'est si bon. C'est vraiment délicieux. Le grand Dieu céleste m'a récompensé avec un œuf géant. Il m'a aussi récompensé avec du riz blanc. Je vais écouter ses paroles et, une fois les ordres donnés, le chef du village agita sa grande main. Distribuez le riz, que tout le monde mange. À sa faim. 42 jeunes villageois firent la queue devant la maison de Gawayi pour la distribution du riz. Chacun recevait un bol en bois rempli de riz blanc. C'était suffisant pour nourrir une famille pendant de nombreux jours. Après que les 41 autres villageois eurent reçu leur part, il restait encore un grand tas dans la maison de Gawa. De quoi faire encore plusieurs rations, j'imagine. Mais personne n'osa dire que Gawa en avait trop reçu. Dans l'esprit de ces villageois incultes et superstitieux, le statut actuel de Gawayi était équivalent à celui d'une sainte dans les autres religions. Une sainte est, bien entendu, sacrée et inviolable.
Chaque foyer se mit à faire bouillir de l'eau pour cuire le riz. Un bol en bois, rempli de riz blanc, ça ne se cuit pas d'un seul coup, grain par grain. Il faut d'abord moudre le riz, puis en cuire une partie. Une douzaine de brisures suffit pour que toute la famille puisse manger à sa faim. Mais manger uniquement du riz blanc jusqu'à satiété, c'est un luxe bien trop grand. Ils n'ont cuisiné que la moitié de la quantité nécessaire pour être rassasiés. Ils y ont mélangé des légumes sauvages, de l'écorce d'arbres et des racines d'herbe. De cette manière, un repas de riz blanc peut se transformer en 2 repas. À travers la fenêtre, j'ai utilisé une loupe pour regarder dans leur marmite. En voyant ce qu'ils touillaient là-dedans, je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête. Je leur avais clairement donné de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de cuisiner? Comment peut-on rester en bonne santé en mangeant ainsi? C'est vrai, ils sont beaucoup trop économes. Je ferais mieux de leur ajouter autre chose. J'étais sur le point de prendre un morceau de porc et de le mettre dans la boîte. Scénique, mais après réflexion, je ne peux pas. Si on donne à ces gens qui ont souffert de la faim pendant si longtemps un remède de cheval, il est très probable que leurs estomacs ne le supportent pas, et qu'ils aient la diarrhée. La diarrhée, avec un corps si faible, ça pourrait les tuer. Assez, ça suffit. Je vais ajuster progressivement leur régime. La nourriture que je méprise, pour les villageois de là-haut, est déjà un mets d'une rare finesse. Les villageois préparèrent joyeusement le dîner. Ils n'ont plus besoin de se cacher des voisins pour manger. De toute façon, tout le monde mange la même chose. On est revenu à l'atmosphère d'avant la catastrophe. Le village est bien plus animé. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas mangé un riz aussi bon. Le chef du village mangeait son riz devant sa maison. Ce riz divin est si parfumé, bien plus parfumé que celui que nous cultivons nous-mêmes. Pas étonnant que ce soit un cadeau du grand dieu Gosho. Avec un grand bol, il se sert du riz goulûment. Ce type est jeune et très costaud. Il mange plus que les autres. Une famille entière ne mange qu'une dizaine de brisures de riz. Mais lui, il en avale une dizaine à lui tout seul, les dévorant, comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs vies. Gosho a peur qu'il ne s'étouffe. Elle est assise sur le seuil, hébétée. Elle mâche lentement une bouchée de riz, ça lui prend une éternité. Modèle. Maman, elle pleure même en mangeant. Quel dommage de ne pas pouvoir savourer son repas après ça. Le ciel s'assombrit. Peu à peu, les villageois, les petites figurines, retournent dans leur maisonnette pour se reposer. J'ai détourné mon attention de la boîte paysage. Je me suis étiré nonchalamment et j'ai allumé mon téléphone, puis j'ai ouvert le forum d'histoire militaire que je consulte habituellement. Et j'ai posté la photo anonymement. Jetez un œil à cette photo. Le village sur la photo s'appelle Villa Gao. La jeune fille à l'intérieur s'appelle Gawaye. Le jeune homme s'appelle Gaoshu. Et il y a 5 fonctionnaires. Qu'est-ce que ça vous évoque en voyant cette photo? La tenue de ces fonctionnaires ressemble à celle des officiers de la dynastie Ming. Gawaye, Gaoshu, ça sonne aussi comme des noms de la dynastie Ming. C'est exact. J'ai aussi remarqué tout de suite que ça devait être la dynastie Ming. Dommage qu'on ne puisse pas voir l'année exacte. Cette boîte paysage est vraiment très bien faite. Les figurines sont réalistes, restituant fidèlement la scène où des officiers de la dynastie Ming arrêtent de braves gens. Ces réponses me surprennent de plus en plus. Je ne serai pas au parc Fushima. 13 juillet 2023, ville de Sichonin. 7 heures du matin. La température est déjà montée à 33 degrés. À midi, le soleil sera écrasant. Lee Doxian se lève du lit, encore tout vaseux. La première chose qu'il voit est la boîte paysage posée à côté du lit. Au début, cette boîte était près de la porte d'entrée. Ensuite, je l'ai déplacée dans le salon. Hier soir, avant de m'endormir, je l'ai simplement mise à côté de mon lit et je l'ai posée près de l'ordinateur, pour pouvoir la voir dès mon réveil. Tout semble normal. Dans la boîte, les petites figurines sont déjà levées. Gaoshu est avec quelques jeunes du village, en train de prendre le petit déjeuner. Ils mangent avec grand appétit. Aujourd'hui, ils se rendent à la ville du comté pour engager un conseiller. Alors ils doivent bien manger pour pouvoir travailler. Le chef du village se tient à côté d'eux et les observe. Mot pour mot. Quant aux autres villageois, ils portent des paniers en bambou, se préparant à aller chercher des légumes sauvages. Lee Doxian ne peut s'empêcher de s'inquiéter non plus. Ces petites personnes ne font que chercher des légumes sauvages, elles cherchent de l'écorce d'arbre. Elles cherchent des racines d'herbe, tous les jours. Il n'y a pas le moindre petit changement. Bon, je comprends. Ils ont fait tout leur possible pour survivre. Ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Commençons le nourrissage d'aujourd'hui. Tant qu'on leur donne à manger, tous les jours, l'anxiété de ces petites personnes pour leur survie se dissipera naturellement. Alors, ils auront le temps de penser à d'autres choses. Lee Doxian a ouvert le réfrigérateur et a arraché une feuille du chou chinois qu'il a acheté hier. La feuille de chou chinois est assez grande. Au moins 40 cm de long et 10 cm de large. Il est retourné vers sa boîte de paysagisme et a posé délicatement la feuille de chou chinois devant Gawa. À ce moment-là, Gawa portait un panier en bambou.
se préparant à quitter le village pour chercher des légumes sauvages. Soudain, une main géante est descendue du ciel, posant une énorme feuille de chou chinois devant elle. Gawa a regardé la feuille de chou chinois. Elle mesure 30 ans de long et 10 ans de large. Une feuille de chou chinois géante est tombée du ciel. Gawa a eu peur au début, mais elle a rapidement maîtrisé ses émotions. Ce n'était pas la première fois que le dieu du ciel la nourrissait. Ce n'était plus comme la première fois où elle avait vu un œuf géant. Elle avait été terrifiée. Remplie de joie, elle s'est d'abord agenouillée. Il se prosterna, le front contre le sol, remerciant à voix haute la grâce du Dieu céleste, puis il se releva. Il s'écria à plein poumon. Venez tous. Le Dieu céleste nous a encore donné à manger. Les villageois, qui portaient à l'origine des paniers en bambou et s'apprêtaient à partir chercher de la nourriture, se rassemblèrent aussitôt. L'énorme feuille de colchina les laissa stupéfaits un instant. Mais après avoir été baptisés par le grand œuf et le riz blanc géant, leur stupeur ne fut que de courte durée. Alors, le chef du village donna un ordre, et tout le monde commença à se partager la grande feuille de colchina. Un morceau pour chaque famille. Donnez-en aussi quelques-uns à Chugu et aux enfants qui sont allés au comté. Mettez-les de côté, ordonna le chef du village d'une voix forte. Les villageois firent la queue docilement pour la distribution. Chaque personne coupa un bon morceau de la feuille de colchina pour le ramener à la maison. Comme Lidaoxian l'avait prédit, de la nourriture fut distribuée. Tôt dans la matinée, les villageois n'étaient plus pressés d'aller déterrer des légumes sauvages. Quand on a faim, on n'a qu'une seule préoccupation: manger. Mais une fois que le problème de la nourriture et des vêtements est résolu, d'innombrables autres soucis apparaissent. Les villageois commencèrent immédiatement à mener une vie plus diverse et plus riche. On continue de creuser. Ton pantalon est troué depuis des jours. Viens, maman va te le recoudre. Lidaoxian découvrit qu'il y avait une femme d'un certain âge au village qui était très douée en couture. Je n'ai clairement pas d'outils sophistiqués. J'ai apporté un morceau d'argile jaune. Montre-moi comment en faire un pot. Lidaoxian vit deux hommes d'âge mûr en train de travailler l'argile. Il se trouva que l'un d'eux savait faire de la poterie. C'était une compétence incroyable. En un rien de temps, il transforma un morceau d'argile jaune en un très joli pot. L'autre l'imita gauchement. Il a façonné un pot tout tordu. Changeant de perspective, il regarda vers l'autre bout du village. Il s'avère que le chef du village n'est pas en reste. Il a pris un tas de lattes de bambou et en un rien de temps, il a tressé un panier, puis un deuxième. Son regard s'est ensuite porté sur un forgeron du nom de Gawayi. Il aidait son voisin à forger une machette. Tigne, tigne. Après un moment, la moitié de la machette était terminée, brillante comme si elle était neuve. Il y avait bien d'autres choses à voir dans la boîte d'observation, ce qui le fit regarder avec un plaisir non dissimulé. Oh! Attends voir. On dirait qu'une scène incroyable se prépare. Lidaoxian réalisa soudain que Gawayi était en train de puiser de l'eau. Il a sorti un seau d'eau du puits, l'a ramené chez lui, l'a versé dans une grande bassine en bois, puis a fermé la porte. Il a fermé la fenêtre. Soudain, il comprit. N'est-ce pas le genre de scénario dont parlent ces internautes désœuvrés sur les forums? Ça y est. La jeune femme va utiliser ce seau d'eau pour faire sa toilette. Le cœur de Lidaoxian, sans qu'il sache pourquoi, se mit à battre la chamade. Il regarda le microscope dans sa main, puis jeta un œil à la maison délabrée de Gawayi. La bâtisse était pleine de trous, surtout le toit, probablement à cause des 3 ans de grande sécheresse. Comme il n'avait pas plu depuis longtemps, personne ne se souciait de savoir si le toit fuyait. À vue d'œil, il y avait un trou à travers lequel on pouvait voir l'intérieur. Si je pointe le microscope vers ce trou, je pourrais voir. Lidaoxian commença à hésiter. Je suis censé être une bonne personne, pourtant. Au moment précis où il était en plein conflit intérieur, il remarqua soudain qu'un visage apparaissait dans le trou. C'était Gawayi. Il avait empilé des tablets, des tabourets, les montant très haut, et avait grimpé dessus, jusqu'à pouvoir atteindre le trou dans le toit. À travers le trou, il regardait le ciel. Lidaoxian, depuis le ciel, regardait le trou. Et c'est là que leurs regards se sont croisés une nouvelle fois. Une atmosphère étrange s'installa entre eux, alors qu'ils se regardaient pendant plusieurs secondes. Gawayi détourna le regard. Il n'osait pas affronter les yeux du dieu céleste. Son petit visage sale le brûlait. Et il devint rouge vif, si rouge, que la crasse sur son visage ne parvenait pas à le cacher. Mais il était si petit, mesurant moins d'1 centimètre de haut, que Lidao ne pouvait voir son expression sans une loupe, et encore moins la légère rougeur sur son visage. Gawayi poussa la porte brusquement et sortit en courant. Il se précipita aux côtés du chef du village, baissant la voix à un niveau que le dieu céleste ne pourrait sûrement pas entendre. Il murmura, « Grand-père chef, j'ai quelque chose à vous demander. Chef du village, qu'est-ce qui se passe ?» Le visage de
Gawayi était rouge comme un foie de porc, d'une couleur brunâtre. Le dieu céleste. On dirait qu'il me regarde tout le temps depuis le ciel. Chef du village. C'est une bénédiction. Le dieu céleste t'accorde sa faveur. Il emprunte constamment son pouvoir à travers ta main pour nous donner à manger, et aussi à travers ta bouche pour transmettre le décret divin. Tu devrais être reconnaissant. Pourquoi fais-tu cette tête bizarre, Gawayi? Il me regarde tout le temps. Comment je vais faire pour me changer ou prendre ma douche à l'avenir? Chef du village, TCH. Alors c'était pour une bêtise pareille. Tu ne penses même pas à celui qui t'a donné la vie? Quelle importance de se changer ou de se doucher? Le jour où le Dieu céleste aura besoin que tu le serves, tu devras obéir sans discuter. À cette époque, de nombreuses croyances étranges circulaient parmi le peuple. Certaines sectes exigeaient que les femmes servent les dieux. C'était une pratique très courante. Bien sûr, les non-initiés n'y comprenaient rien. Il fallait donc être sur ses gardes. Certaines sectes exigeaient que les femmes servent les dieux. C'est quelque chose de très courant. Bien sûr, les mystérieux n'ont pas goûté à la moindre douceur. Ces femmes qui servent avec leur corps sont des moines qui représentent les dieux. Pour parler franchement, ce ne sont que des charlatans. PS, ne vous moquez pas si vite des anciens. Ce genre de choses arrive encore de nos jours. Gawayi écouta les paroles du chef du village, et son cœur fit un bond. Alors c'est comme ça. Le Dieu céleste m'a sauvé la vie et m'a donné à manger, je dois le servir. Dans son esprit brilla le visage jeune et magnifique du Dieu céleste. Elle rejeta aussitôt l'idée. Ah, à quoi je pense? C'est n'importe quoi. Épuisée, en arrivant chez elle, elle regarda le trou dans le toit. Elle écarta l'idée de reboucher le trou. Comme l'a dit le chef du village, que le Dieu céleste regarde. S'il veut ma vie, Gawa est à lui. Qu'y a-t-il d'autre que je ne puisse pas lui montrer? D'une main tremblante, elle retira ses vêtements. Son corps sale fut exposé. Elle ne s'était pas lavée depuis longtemps, et le sable jaune s'était accumulé sur sa peau. De plus, à cause de la malnutrition chronique, elle n'avait que la peau sur les os. Son corps n'avait rien d'attirant. Elle se moqua d'elle-même. Dans son cœur. Un corps sale et maigre, face au Dieu céleste. Il ne daignerait même pas y jeter un œil. De quoi est-ce que je me cache? Elle prit un morceau de tissu déchiré, le trempa dans le seau d'eau, et commença ensuite à se nettoyer avec soin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment, Lida Oxian avait déjà cessé de l'épier. Si la jeune fille ne l'avait pas découvert au début, il aurait pu continuer, mais il s'est fait surprendre. Personne de sensé n'aurait le culot de regarder une seconde fois. Il détourna le regard vers le bord de la scène en création. Dans son cœur, il se demandait comment s'en sortaient ces gens. Les petits gars qui sont allés au chef-lieu du comté pour chercher le conseiller. Une fois qu'ils ont quitté la scène de la création, je ne pouvais plus les voir. Et je ne pouvais plus veiller sur eux. Et s'ils mouraient? Dehors. En 1627 après Jésus-Christ, 7e année de l'ère Tianqi, comté de Chanchan-Sanzim, Gao Shugu emmenait 3 jeunes hommes de la famille Gao, et ils franchirent la porte du chef-lieu du comté. Ces 4-là étaient des pecnos qui n'avaient jamais quitté leur village. Depuis le village de Gao, il y avait plus de 15 kilomètres à faire. Ils ont dû demander leur chemin à tout bout de champ, se trompant de route à plusieurs reprises, et redemandant encore et encore aux gens. Lorsqu'ils passèrent la porte du chef-lieu du comté, le soleil était déjà au zénith. Midi, l'heure la plus chaude de la journée. La température extérieure atteignait les 40 degrés. Les 4 jeunes crevaient de chaud, haletant comme des chiens. La tête basse, abattus, ils sentaient leur corps tout léger. 5e frère. Pour trouver le conseiller, on doit aller au yamen du comté. J'ai une peur bleue du yamen. J'ai entendu dire qu'à une époque, le magistrat dévorait les gens, sans même recracher les os. Et ces sbires aussi, ils dévorent les gens, sans en recracher les os. C'est terrifiant. Les 3 jeunes étaient morts de peur. Gao Shugu, lui, ce pecno qui ne s'était jamais éloigné de plus de 5 kilomètres de chez lui de toute sa vie, entrait pour la première fois dans le chef-lieu du comté. Il était déjà intimidé par les grandes demeures et leurs cours. Il tremblait légèrement de tout son corps. Il tendit la main pour toucher le sac de provisions sèches qu'il portait sur lui, serrant les morceaux de riz concassés à l'intérieur du sac. C'était ce que le chef du village leur avait donné avant de partir, pour leurs besoins. Chaque personne avait 5 morceaux de riz concassés dans son sac. Rien que de toucher ça, il se calma. Bon sang, on a peur. Mais nous avons le Dieu céleste pour nous soutenir, nous, les 3 jeunes. En entendant les mots au Dieu céleste, leur morale remonta et leur courage revint un peu. Tous les 4, très affables, se mirent à demander leur chemin aux gens. Sous la conduite des passants, ils arrivèrent finalement à la porte du bureau du comté. Au moment où ils arrivaient à la porte du bureau du comté, ils virent une scène discordante, un homme d'âge mûr, au visage glabre et pâle, à la silhouette légèrement potelée, vêtu d'une longue toge, pleurait à chaudes larmes devant le bureau du comté. Votre Excellence le magistrat, je vous en supplie,
ne renvoyez pas votre humble serviteur. Votre humble serviteur s'est toujours démené pour vous jusqu'à son dernier souffle. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez plus de moi et vous débarrasser de moi ainsi? C'est ce qu'on appelle tuer le chien. Après avoir chassé le lièvre. En prononçant ces 4 derniers mots, son ton s'intensifia. Son expression était exagérée, avec un air idiot. Le fonctionnaire qui gardait la porte du bureau du comté secoua la tête et dit, « Maître 3, il vaudrait mieux que vous arrêtiez de pleurer. Son Excellence le magistrat a dit qu'il ne voulait plus de vous. Et c'est ainsi. Inutile de crier ici. Prenez garde à ne pas énerver. Son Excellence le magistrat est à vous faire jeter en prison. Ce serait encore plus misérable. » Après avoir entendu ces quelques phrases, les yeux de Guzangu, qui étaient à côté, s'illuminèrent. Il nous suffit de l'inviter à nous rejoindre. Gardez un œil sur ce type. Quand il entrera dans la ruelle, nous irons l'inviter. Il sortit un grand bâton de bois de derrière lui. Il l'avait ramassé en chemin vers la ville. Le percepteur a pleuré et crié devant le bureau du magistrat, mais c'était inutile. Le magistrat sans yaoquet en avait déjà assez de lui. Peu importe comment il pleurait et criait, il est resté de marbre. Il a même envoyé 2 huissiers pour le rouer de coups. Ils l'ont tabassé jusqu'à le couvrir de bleu, ce type. Après avoir été battu, il a compris que le magistrat avait pris sa décision. Quelle vie de chien! Il a quitté le bureau du magistrat du comté et a marché un moment dans la rue principale. À un coin de rue, il s'est engagé dans une petite ruelle, voulant prendre un raccourci pour rentrer chez lui. Mais soudain, alors qu'il venait de faire quelques pas dans la ruelle, il a vu un jeune homme devant lui, un gros bâton en bois à la main. 32 a eu très peur et a rapidement fait demi-tour, pensant s'enfuir par où il était venu. Mais il a vu que 3 autres jeunes hommes se trouvaient derrière lui barrant la route. La sueur perlait sur son front. 32 était maintenant terrifié. Son regard a balayé les 4 jeunes hommes. Immédiatement, il a jugé que c'étaient 4 Russes miséreux. Alors il a vite levé la main et a dit précipitamment, « Ne me frappez pas, je suis de votre côté. Celui qui collecte les impôts avec tant d'acharnement, c'est le magistrat. Ça n'a rien à voir avec moi. Je l'ai même supplié de ne pas prélever de si lourdes taxes. C'est ce qu'on appelle jeter le peuple dans la misère. » Gaucho éclata de rire. « Ah, vraiment ?» 32 répondit vivement, « C'est vrai. C'est justement parce que j'ai pris votre défense que le magistrat m'a renvoyé et ne veut plus de moi. C'est ce qu'on appelle s'opposer à l'autorité. » Gauchugu se gratta la tête. « Même si je ne comprends pas ce que tu dis, j'ai l'impression que tu es très instruit. » 32 répondit, « Oui, oui, oui. Je suis un homme de lettres, vous ne pouvez pas être aussi grossier. Tout le monde, baissez immédiatement les bâtons que vous avez à la main. Nous devons nous parler calmement. C'est ce qu'on appelle libérer les colombes et disperser les chevaux. » Gao Shu sourit de toutes ses dents. « C'est bien d'être un érudit. Celui que nous voulons inviter est un homme de lettres. S'il te plaît, viens avec nous au village de Gao. » 32 dit, « Hein. Le village de Gao? C'est tout ça? Moi, je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. C'est ce qui s'appelle de l'indignation. » D'un coup sec, un gourdin s'abattit sur sa nuque. 32 n'eut même pas le temps de gémir. Et le jeune homme s'effondra au sol. Le villageois derrière lui rangea son gourdin et dit, « Je sais pas pourquoi, mais ça me démange de le frapper quand je l'entends parler. » Sa dernière expression a 4 mots, là. C'est trop énervant. Je ne pige rien à ce qu'il raconte. Gao Shu sourit de toutes ses dents. Et, en fait, j'avais aussi envie de le cogner. Les 4 se mirent à ricaner. 2 d'entre eux soulevèrent 32. Wang Shanzan, un riche étranger. Le riche avait la tête baissée, apparemment évanoui. L'attention des percepteurs fut immédiatement attirée sur eux. Vu la scène, on dirait que des pauvres sont en train de voler et kidnapper un homme riche. Un percepteur cria, « Vous 4, là-bas. Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Gao Shu et les 3 autres jouaient les ravisseurs. Mais en voyant les percepteurs, ils se sont dégonflés sur le champ. Tous les 4 ont essayé de s'enfuir en se débattant. Mais curieusement, il se trouve que le percepteur, en regardant de plus près, reconnut même Gao Shu. À sa grande surprise. « Tu es du village de Gao. » Gao Shu. Celui-ci regarda attentivement. Et reconnut aussi le percepteur. Le percepteur de la veille avait eu si peur qu'il avait détalé la queue entre les jambes. Et il n'a pas dormi de la nuit. Terrorisé à l'idée d'être puni par le Dieu du ciel. Il était mort d'angoisse, complètement ailleurs. Maintenant, il n'ose plus du tout sortir de la ville. Il a traîné quelques collègues pour se donner du courage, et c'est ainsi qu'il a osé sortir dans la rue derrière lui. C'étaient les 4 percepteurs qui avaient été terrassés d'un seul souffle. Hier, ils étaient tout aussi terrifiés. Maintenant, ils marchent tous les 5 ensemble, juste pour se donner du courage. Mutuellement. Contre toute attente, ils ont aperçu les gens du village de Gao dans la rue du chef-lieu. Se pourrait-il que le Dieu du ciel les ait envoyés pour nous surveiller et voir si nous avons révélé ce qu'il a fait? Les 5 percepteurs d'impôts étaient si effrayés que leurs visages en sont devenus verts.
Gao Shube était lui aussi assez effrayé, et il a bégayé, notre ami a eu une insolation. On l'aide à se rafraîchir le visage dans la rivière. Les 5 percepteurs d'impôts ont bégayé, alors, s'il vous plaît. À propos d'hier, on n'a pas dit un seul mot, les 2 groupes se mirent à trembler légèrement en même temps. Ils se sont croisés dans la rue, et juste après s'être croisés, les 5 percepteurs se sont mis à détaler. Le groupe de Gao Shube a aussi détalé. Dos à dos, les 2 groupes sont partis à toute vitesse. Li Dozian observait la scène, stupéfait. Pendant une autre journée entière, quand il avait faim, il se faisait livrer à manger. Et c'est ainsi que, soudain, le crépuscule est arrivé. Le soleil couchant, à l'extérieur de la fenêtre, séparé de l'éclat doré du couchant. Le paysage à l'intérieur de la maquette a aussi pris l'apparence d'un coucher de soleil. Pourtant, il y a bien des lampes fluorescentes dans la pièce. La lumière des lampes éclaire la maquette, et elle devrait pouvoir entrer dans la boîte à travers le verre, mais en réalité, la lumière ne pénètre pas dans la maquette. Le ciel à l'intérieur de la boîte s'assombrit de plus en plus. Cette boîte a bien trop de choses étranges, et Dazwan ne se formalise plus pour des broutilles comme la lumière. Maintenant, il est un peu inquiet pour Gao Shugu et les 3 autres jeunes villageois qui sont partis en ville avec Dado, tôt le matin. Ils ne sont toujours pas revenus. Il a pu leur arriver quelque chose dehors. Ce sentiment, c'est comme avoir 4 petits chatons. Des chatons espiègles qui se sont enfuis de la maison, sans savoir où ils sont allés. En tant que leur maître, on est très inquiet de savoir s'ils pourront revenir sains et saufs. C'est à ce moment précis qu'au bord du champ de vision, 5 petites silhouettes sont soudainement apparues. Li Daoshuan a retrouvé le sourire. Super! Ils sont revenus sains et saufs. C'est bien ça. Gao Shu et son groupe étaient de retour. Sigi Chanzier, qu'ils avaient assommé, s'était déjà réveillé à mi-chemin, puis 4 féroces villageois l'ont forcé à marcher avec de grands gourdins en bois. Chanzier n'a pas osé résister. En les observant discrètement tous les 4, il a découvert que c'étaient 4 simples d'esprit. On ne peut pas raisonner avec eux. Si on dit un mot de trop, on risque de se prendre un coup de bâton. Il a donc dû se taire et les suivre docilement. Marcher plus de 30 lits jusqu'au village de Gao, pour Chanzier, qui avait les membres tout engourdis, n'était vraiment pas une tâche facile. En plus, il n'avait rien mangé de toute la journée. Il était déjà à bout de force en arrivant au village de Gao. À peine entré dans le village, il pouvait à peine respirer. Chanzier s'est effondré par terre. Il était enfin arrivé au village de Gao. Messieurs, que comptez-vous faire de moi ici? Maintenant, vous pouvez me le dire. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le Tuquinvirian Gaoshu. Vous 3, surveillez Chu Sancier. Je vais chercher Guille. Il est parti en courant vers la maison de Gao YYE. Il voulait utiliser sa bouche pour le notifier au dieu céleste, mais Li Daxian l'avait déjà vu. Pourquoi aurait-il eu besoin de les annoncer? Ce groupe de personnes, devant la maison de Gao YYE, il a dit « Guille. Guille. » Gao YYE, à ce moment-là, venait juste de finir de dîner, et était en train de coudre des vêtements. Était dans sa maison en ruine quand il a entendu la voix du dieu céleste. Son corps entier a été secoué d'un frisson et il a bondi d'un seul coup, d'un tabouret cassé. Puis, dans un bruit sourd, il s'est jeté à genoux par terre. « Dieu céleste, quels sont tes ordres ?» Li Daoxian. Go Shugu. Il a ramené quelqu'un qui semble avoir une certaine connaissance. Viens m'aider à lui poser quelques questions, Go Shugu. Compris. J'obéis aux ordres du dieu céleste. Li Daoxian. Bien. Va vite. Li Daoxian est sur le point d'arriver à ta porte. Go Shugu se lève. Il ouvre la porte, et à l'instant même où il l'ouvre, Go Sho, qui était sur le point de frapper, lève la main et la porte s'ouvre dans un grincement. Vers l'intérieur, la main levée de Go Sho se fiche soudainement. Comment tu le savais, Go Shugu? Le grand dieu a dit que tu étais de retour. Et que tu avais aussi ramené un érudit. Go Sho lève les yeux au ciel, l'air respectueux. Gao YE. Il court vers l'entrée du village à toute vitesse. À ce moment-là, de nombreux villageois ont déjà eu l'information. Après tout, le village est très petit. Certaines familles, à travers leurs fenêtres, peuvent voir ce qui se passe à l'entrée du village. En un instant, tout le monde est sorti. Les 42 habitants du village, hommes, femmes, jeunes et vieux, tous sont venus se poster devant 32. À cet instant, le soleil est déjà presque couché. Le soleil doré et bas projette les ombres de tout le village, les étirant en oblique. Tous les villageois se tiennent debout sous le soleil couchant, fixant 32 en silence. La scène est un peu étrange. 32, soudain, ressent une pression énorme. Il a peur. Avant même que les villageois ne puissent parler, il s'empresse de dire « Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Je ne veux absolument pas vous forcer à payer des impôts. Je le jure devant les cieux. Je suis ici pour parler en votre nom. Je conseille au doyen Inchiantung de ne pas prélever d'impôts. J'ai été viré du Yamen à cause de lui,
je le jure. C'est la pure vérité. Ne me frappez pas, si vous avez des plaintes. Allez voir le seigneur Chanzin. Voilà ce qu'on appelle clarifier les choses. Les villageois s'écartent des deux côtés. Gaoyi et Ezalei s'avancent au premier rang, faisant directement face à 32. Il se tient en position centrale. Le regard de 32, tout naturellement, se pose sur lui. Il murmure dans son cœur. Qu'est-ce qui cloche dans ce village? Dans un village normal, c'est toujours un doyen, un ancien respecté du village qui vient parler. Pourquoi est-ce une jeune femme qui se présente dans ce village? Gaoyi tend l'oreille. Elle a entendu la voix du ciel. Puis elle dit, avec une expression sérieuse. Qui es-tu? Quelle est ta fonction? Combien de livres as-tu lus? Quelle expérience possèdes-tu? Sancier s'éclaircit la voix et se présenta à nouveau. Je suis Sancier, né un 2 octobre. C'est pour cela qu'on m'a appelé Sancier. Je viens de la magistrature du comté de Chanchan, province du Chancy. Ma carrière était passable, mais j'ai déjà été renvoyé. J'ai étudié ardemment pendant 10 ans. Et j'ai parcouru tout le pays. C'est ce que l'on appelle être un talentueux lettré, un Lidao Chuan. Elle écouta la première partie de ce que disait ce type. En quelle année et quel mois sommes-nous maintenant? Gaoyi s'anima et transmit rapidement les paroles du dieu céleste en lui posant cette question. Sancier fut stupéfait et demanda, quelle année et quel mois? Quelle est cette situation? Avec ces villageois. J'ai entendu dire que les paysans des zones rurales ne quittent pas leur village pendant des années. Ils sont coupés du monde extérieur. C'est vrai, mais qu'ils demandent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'il fût perplexe, il n'osa pas ne pas répondre à la question. Sancier prit un air sérieux et dit, nous sommes maintenant la 7e année de Tianqi, le 7e mois. C'est un manque de vocabulaire, il n'a pas réussi à synthétiser cette phrase point modèle. Il se prit la tête entre les mains, affichant une expression de douleur, comme si le fait de ne pas pouvoir terminer une phrase lui causait une souffrance atroce. C'était inacceptable. Les gens, les villageois, étaient amusés par son air ridicule. C'était à la fois drôle et pathétique, mais Lidao Swan ne riait pas. Il était pétrifié, car lui qui avait passé de nombreuses années sur des forums d'histoire et militaires, connaissait très bien l'ancêtre de l'Ertinck. C'est un nom de règne qui a réellement existé sous la dynastie Ming. Cette année-là, l'empereur Tink, Zhu Yuxiao, est mort de maladie, et l'empereur Cho accent aigu NGZHN, Zhu Yujian, est monté sur le trône. Le pays connut une grande sécheresse, et la rébellion paysanne de Ningmo était sur le point d'éclater. La dynastie Ming s'apprêtait à vivre ces 10 dernières années de troubles. Que se passe-t-il? Cette scène que je vois, est-ce vraiment une véritable dynastie de l'histoire? Non, non, non. C'est peut-être juste une coïncidence. Juste une coïncidence sur le nom de l'ère, dit Lidao Swan d'une voix grave. Goyet, demande-lui le nom de l'empereur actuel, demanda-t-il vivement. L'expression de SHNSR devint grave lorsqu'on l'interrogea sur le nom de l'empereur. Le nom sacré de l'empereur actuel. Un humble serviteur comme moi n'ose pas le prononcer. C'est ce qu'on appelle obéir au Seigneur pour le bien du peuple. Lidao Swan le frappa brutalement. Goyet, ce type refuse de dire le nom de l'empereur. Le dieu céleste est très en colère. Que tout le monde prenne ses armes et le frappe sans pitié. Goyet fut la première à saisir un gros gourdin en bois. D'autres jeunes gens empoignèrent aussi les bâtons dans leurs mains. Les villageois se mirent à chercher n'importe quoi. Sous le soleil couchant, une foule de villageois brandit toutes sortes d'objets hétéroclites, comme des pots en terre cuite, des pointes de bambou, des pieds de table, des palanches. Sanzi vit cette scène. Son visage s'assombrit. Sans attendre que les villageois agissent, il s'écria aussitôt. Zuyush. Zuyush. L'empereur actuel s'appelle Zuyush. À cet instant, il se fichait de savoir s'il avait le droit de prononcer le nom de l'empereur. L'empereur est loin là-haut dans ces montagnes. Le pouvoir impérial n'atteint pas les villages. Pour l'instant, il fallait avant tout sauver sa peau. Peu lui importait que ce soit tabou, il en avait même oublié de devoir peser chacun de ses mots. Il s'appelle vraiment Fuyo Uziao? Le visage de Lidaxian s'assombrit. Gawa l'interrogea à nouveau sur la situation du pays. Sanzi était si effrayé par toutes les armes qui l'entouraient qu'il ne savait pas ce que signifiait cette soi-disant situation du pays. Alors, il se mit à réciter le document officiel qu'il venait de voir au bureau du comté. Le 11 mai, l'armée de Yanu a assiégé Insou, et la cour impériale a mobilisé des troupes pour soutenir Insou. Le 28 mai, Yanu a divisé ses troupes à la passe de Gongmingan. Le général Yuan Zhongguan, l'officier Zhang Wanyin-kun et le vice-commandant Dombisi ont rapidement ordonné aux soldats de monter sur les remparts pour défendre la position. Ils ont campé à l'intérieur des douves et ont attaqué avec des canons. Arrivé là dans sa récitation, il vit que les villageois autour de lui semblaient perplexes. De toute évidence, ils ne comprenaient rien. Il se sentit un peu anxieux, mais ils n'abaissaient pas leurs armes. Sanzi comprit que sa récitation ne suffisait pas, et poursuivit. Manji, à la tête du chef de guérilla Lusudaso et de ses troupes,
est venu en renfort et a livré une grande bataille hors de la ville. Les pertes furent nombreuses des deux côtés. Manji fut touché par plusieurs flèches. L'armée de Yanu choisit alors d'attaquer Ins avec ses troupes. Ins était en grand danger. La ville ne pouvant être prise, l'armée s'est repliée en déroute. Arrivé à ce point, il s'arrêta. Il ne se souvenait plus du reste. La sueur coulait à flots. Il se dit que c'en était fait de lui. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas s'ils seront satisfaits, ou s'ils vont me battre à mort. En réalité, la situation actuelle est ce qu'on appelle un moment critique. Lida Oxion en avait assez entendu. Après avoir écouté jusque-là, il a eu la confirmation que le village de Sojin n'était pas un pays de Lilliputiens, mais bien la grande dynastie Minute. Et plus précisément, la fin de la dynastie Min, les années les plus difficiles. Pas étonnant que le village de Gao soit si désolé, et que les villageois n'aient pas assez à manger. Les gens du peuple à la fin de la dynastie Ming. N'est-ce pas ainsi qu'ils vivaient? C'est juste qu'avant, je ne voyais ça que dans les livres d'histoire. Ce n'était pas très parlant. Ce n'est qu'en le voyant de mes propres yeux dans le village de Zhaojian que je peux vraiment le ressentir. Cette fois, Lida Oxion avait tout compris. C'est bon. Je ne vais plus l'embarrasser. J'ai demandé tout ce que je voulais savoir. En voyant son prisonnier, l'air fatigué et affamé, il a dit, donnez-lui quelque chose à manger. Il n'était plus d'humeur à s'occuper des affaires du village de Sojin. À toute vitesse, il a ouvert son ordinateur, a lancé son navigateur, est allé sur Bedu et a cherché des informations pertinentes sur la fin de la dynastie Min. Changjiang s'est plongé corps et âme dans l'océan de l'histoire. Et sa dernière phrase. Quand le dictateur de Gawayi est arrivé, les villageois ont immédiatement baissé leurs armes, se sont prosternés la tête contre le sol, se sont dispersés et sont rentrés chez eux. Sancier respira, soulagé. Il pensait, c'est une secte maléfique, comme Liang Jiao. Tomber entre les mains d'une secte, c'est de mauvais augure. Je dois faire semblant de coopérer. Ce n'est qu'en survivant que je pourrai rentrer chez moi. C'est ce qu'on appelle céder pour survivre. Alors, il a fait semblant, lui aussi, imitant les villageois. Il s'est prosterné, la tête contre le sol, sans savoir devant quel dieu il se prosternait. De toute façon, se prosterner, c'était la bonne chose à faire. Ce n'est pas une honte de vouloir sauver sa peau. Gawayi lui dit, viens avec moi, je vais te trouver quelque chose à manger. 32 la suivit, tout en la suivant d'un pas pressé. Il demanda à voix basse, Mademoiselle, je vois que tout votre village semble vénérer un dieu. Quel dieu vénérez-vous? C'est vraiment une aubaine. Gawayi, je ne sais pas. 32. C'est la première fois que j'entends parler de gens qui ne savent même pas qui ils prient. Ces villageois sont vraiment trop stupides, pas vrai? Gawayi, le grand dieu est le grand dieu. Il n'a jamais dit son nom. Et nous n'osons pas le lui demander. Nous savons seulement qu'il a des pouvoirs magiques infinis, qu'il est bon et bienveillant, et qu'il prend grand soin des habitants du village de Gao. C'est grâce à lui que nous avons tous survécu. 32 ricanes intérieurement. Seuls ces idiots de villageois crédules peuvent croire aux mythes inventés par des charlatans. Moi, 32, j'ai lu les livres des sages. Je ne me laisserai pas berner si facilement. Le voilà donc parmi les villageois. C'est ce qu'il se disait en arrivant chez Gawayi. Elle poussa la porte en bois délabrée dans un grincement. Assieds-toi un instant. Je vais à la cuisine te préparer quelque chose. 32 lève les yeux, jette un œil à l'intérieur de la maison de Gawayi et reste bouche bée. Il voit que dans un coin de la pièce, il y a un énorme tas de riz blanc. Vraiment énorme. Chaque grain est aussi gros qu'un encrier. Il y a aussi une feuille de chou chinois posée contre le mur. Ce n'est pas une feuille entière. On peut le voir à ses nervures. Ce n'est qu'un petit morceau, découpé dans la feuille, et pourtant il est aussi grand que tout un mur. Gawayi. Elle prit quelques grains de riz brisés et arracha un morceau de l'énorme feuille de chou, les mit dans un panier en bambou et partit vers la cuisine. On dirait qu'elle va utiliser ça pour lui préparer un repas. La mâchoire de 32 tomba de stupeur, et il mit un long moment à la refermer. C'est quoi, ce riz? C'est quoi ce légume? C'est quoi ce village? Oh mon Dieu, 32 est l'intellectuel typique de l'ancienne époque. Bien qu'il ait du savoir, bien plus qu'un illettré, il n'est pas facile de le berner avec des balivernes. Mais il n'arrive toujours pas à se défaire complètement de la superstition. C'est-à-dire que, même s'il ne croit pas aux sornettes de la secte du lotus blanc, comme la mère éternelle et la patrie du vide, il n'est pas pour autant athée. Il croit aussi qu'il y a des dieux dans le monde. Après être resté paralysé pendant plusieurs dizaines de secondes, il a couru vers la porte de la cuisine et a hurlé à Gawa, qui cuisinait à l'intérieur, « Quel immortel vous a donné cette nourriture ?» Gawa a répondu qu'il ne savait pas. 32 a rétorqué, « Tu ne poses même pas la question, et après ça, tu te considères comme un envoyé des dieux. Tu égares les villageois. Ils ne savent même pas qui ils sont en train de vénérer. Quand ils devront construire un temple pour les dieux, à l'avenir, ils ne sauront pas qui adorer. C'est la confusion la plus totale. Gawa,
Tu as raison. Décidément, les personnes instruites examinent les choses avec soin. Xian. Yang lève la tête et crie. Vers le ciel, grand Dieu céleste. Grand Dieu céleste. Sous quel nom illustre devons-nous vous invoquer? Le ciel reste calme et silencieux, personne ne lui répond. À ce moment-là, Li Daoxuan s'est déjà plongé dans la lecture de livres d'histoire. L'histoire de l'expulsion des envahisseurs à la fin de la dynastie Ming l'attriste profondément. Il ne peut pas entendre la voix de la jeune fille de la boîte lui parvenir aux oreilles. Gawa lui dit, 32, le grand Dieu céleste ne veut pas parler. 32, là-bas, l'aube s'est levée. Li Daoxuan, les yeux injectés de sang, regarde. Jette un œil à la lumière de l'aube qui filtre par la fenêtre. Sans s'en rendre compte, il a lu des documents historiques toute la nuit. Il a lu de grands concernant l'histoire de l'expulsion des envahisseurs à la fin de la dynastie Ming. J'ai une compréhension générale du déroulement des événements. Seulement, beaucoup de détails restent flous. De plus, les livres d'histoire ont utilisé de nombreux procédés d'écriture pleins de sous-entendus, et ils contiennent de nombreuses contradictions. On ne peut absolument pas s'y fier. Il double-clique sur un fichier sur son bureau. C'est une compilation des problèmes clés qu'il a répertoriés cette nuit. Problème 1. Les dimensions des objets jetés dans la boîte de paysagisme augmentent de 200 fois en longueur, largeur et hauteur, et le volume augmente proportionnellement. Le poids augmente également. Je ne peux pas calculer de combien exactement, vu que je suis un littéraire, après tout. Un œuf de 50 grammes se transformerait en des centaines de tonnes. En me basant sur ce calcul, élever une petite personne ne coûte pas très cher à chaque fois. S'occuper de 42 personnes miniatures ne pose aucun problème. On peut même leur offrir une belle vie, bien les nourrir et les abreuver. Mais si l'on veut s'occuper de millions, voire de dizaines de millions de personnes miniatures, et si en plus on veut assurer leur sécurité, on court tout droit à la situation embarrassante de la faillite dans le monde réel. Alors, la question se pose. Quel est mon objectif? Juste sauver ces 42 petites personnes? Ou bien faire de mon mieux pour sauver autant de citoyens de la fin de la dynastie Ming que possible, ou même sauver le pays tout entier? Si c'est la deuxième option, mes ressources financières sont insuffisantes et je dois reconsidérer mon objectif. Problème 2, il y a des guerres à la fin de la dynastie Ming. Et les petites personnes risquent la mort à tout moment. Et lui aussi, il a besoin de manger, de dormir, de se laver. Il lui arrive même, de temps en temps, d'avoir des rendez-vous galants. Il ne peut pas surveiller Zhao Xingyan 24 heures sur 24. Peut-être qu'un jour, en sortant faire les courses, il rentrera et découvrira que les 42 petits bonshommes se sont fait massacrer par la cour impériale, sont devenus des esclaves guerriers ou les serviteurs de Li Ken-Tan, ou que Zhao 11 ans a été anéanti et n'est plus qu'une ruine, jonchée de cadavres. Cette éventualité est très probable, par conséquent, la capacité d'autoprotection des petits bonshommes doit être améliorée. Question 3, avec ses 2,5 mètres de long et son 1,5 mètre de large, Zhao 11 ans ne peut offrir qu'un monde de 500 mètres de long sur 300 mètres de large. Cela couvre à peine le village de Gao et les terres agricoles environnantes, et il n'y a aucun moyen d'influencer directement les endroits hors de sa vue. Existe-t-il un moyen d'agrandir ce monde? C'est le problème le plus urgent auquel il a pensé toute la nuit et qui doit être résolu. Bien sûr, la troisième question est un problème d'ordre mystique, il ne peut donc que laisser faire les choses pour le moment. Concentrons-nous d'abord sur la résolution des deux premiers problèmes. Son attention se porta donc sur ces questions. Se considérant comme quelqu'un de bienveillant, il n'a bien évidemment pas l'intention de sauver uniquement ces 42 petits bonshommes. Si possible, il veut en sauver le plus grand nombre possible, même les pauvres et les personnes âgées, ou même sauver le pays tout entier. Par conséquent, il ne peut pas se contenter de leur jeter de la nourriture depuis son monde. Cette méthode n'est pas viable du tout, elle ne fera que créer des paresseux apathiques qui attendent que tout leur tombe du ciel. Il faut mobiliser les petits bonshommes dans la boîte, pour qu'ils cultivent leur propre nourriture et affrontent la vie de manière active. Ayant pensé à tout ça, il se décida. Allons-y. La première chose à faire est de fournir de l'eau aux petits bonshommes. Ce n'est qu'avec de l'eau qu'ils auront de la vitalité. Mais comment leur en fournir? Clairement, ce n'est pas fiable. Prendre l'eau du robinet et la verser directement dans la boîte. Une colonne d'eau grossit 200 fois et qui s'abat sur le village, ça ne s'appelle pas un approvisionnement en eau, ça s'appelle une inondation. Un pulvérisateur. Un humidificateur. Li Daoxuan chercha sur Internet et découvrit que la brume d'eau, pulvérisée par l'humidificateur le plus fin, a également un diamètre de 0,3 mm. En traversant la boîte pour arriver à la fin de la dynastie Ming, elle se transforme en une grosse bulle d'eau de 6 cm de diamètre. Très dense. Si on pulvérisait ça sur le village, ce serait une super tempête. Ça pourrait faire s'effondrer les maisons en paille. Le regard de Li Daoxuan
se tourna vers sa boîte Lucky Lock. Il prit la boîte Lucky Lock, visa un espace dégagé à côté du village, et hocha la tête. Très bien. On peut le mettre ici. Alors, il tendit la main vers ce terrain et creusa avec force. En un instant, il creusa un grand trou. Le matin, les villageois se lèvent très tôt. Dès que le jour se lève, ces gens, travailleurs commencent à se préparer pour leur journée. Mais une grande sécheresse sévit, la terre est aride, ils n'ont pas de travaux des champs à faire. Normalement, ils auraient dû se lever tôt pour aller cueillir des légumes sauvages, mais il reste encore plus de 100 grains de riz blanc à la maison. Et il y a aussi plusieurs grandes feuilles de choux. Pas besoin de se presser pour aller chercher des légumes sauvages. Alors, après s'être levé, tout le monde commence à s'occuper de tâches diverses, tresser des paniers en bambou, aiguiser les couteaux, raccommoder les vêtements. Gawa prévoit également de recoudre ses vêtements usés. Elle prend une aiguille et du fil, attrape un petit tabouret, et sort de chez elle. Au moment où il s'apprêtait à poser le tabouret, profitant de la lumière du soleil matinal, il entendit un petit bruissement, froufrou, à côté de la maison. Il tourna la tête pour regarder. C'était 32. Tu es toujours au village de Gao? En fait, la nuit dernière, après que Gawayi, suivant les instructions du dieu céleste, eut offert à 32 un repas copieux, et après l'avoir averti de ne rien raconter de ce qu'il avait vu, il l'avait laissé retourner en ville. Mais, la nuit dernière, 32 a vu du riz, de la taille d'une meule, et il a aussi vu des feuilles de choux géantes. Même s'il ne comprenait pas, il a été profondément choqué. Il a donc voulu rester un peu plus longtemps dans ce village. Après avoir quitté la maison de Gawayi, il a dormi sous un auvent. C'est un secrétaire habitué au confort. Il ne se lève jamais aussitôt d'habitude. Réveillé par Gawayi, il est encore tout vaseux. Il se retourna et s'assit. Il fait déjà jour, dit Gawayi. Après t'avoir bien nourri hier soir. Je ne t'avais pas dit de retourner au canton? Je te l'ai clairement dit. Pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Ça, c'est ce qu'on appelle faire la sourde oreille. À peine eut-il prononcé ces mots que le visage de Gawayi changea. Il venait de voir une main géante descendre du ciel et creuser dans un terrain vague à côté du village. Le sol trembla et un trou énorme apparut. En suivant le regard de Gawayi, 32, lui, ne pouvait pas voir la main de Lida Oxuan. Il vit seulement que sur le sol, soudainement, un immense trou était apparu. La terre et le sable du trou étaient soulevés par une force invisible et déposés sur le côté. C'était tout simplement inconcevable. Stupéfiant. 32 était abasourdi. Je suis en train de rêver? Je devrais peut-être me rendormir. Il en oublia même sa manie de tout résumer en 4 caractères. Tous les villageois furent alertés par le vacarme. Ils accoururent tous vers le terrain vague. Gao Y a bondi et s'est écrié. Voisin, n'approchez pas. N'empêchez pas le grand dieu d'utiliser sa magie. Les villageois se sont arrêtés, perplexes. Après que Gao Y ait arrêté les villageois, il a observé attentivement et a vu la main géante du grand dieu creuser le sol à plusieurs reprises, faisant apparaître une immense fosse rectangulaire de plus de 10 ans de long, 5 ans de large et 8 ans de profondeur. Puis, la main géante a sorti une boîte transparente qui est descendue lentement du ciel pour atterrir pile dans la fosse fraîchement creusée dans le sol, scellant la terre sur les 4 côtés. 32 et les villageois ne pouvaient pas voir la main géante, mais ils voyaient la grande boîte transparente. Ils l'ont vue descendre lentement du ciel, tombant précisément dans l'immense fosse. Tous étaient stupéfaits, sans savoir ce qui venait de se passer. Lida Oxuan a applaudi. Bien. Le bassin de rétention est construit. Il a pris un verre rempli d'eau et a lentement versé l'eau du verre à l'intérieur de la boîte. Floc floc. C'est alors que les petites gens dans la boîte ont assisté à une scène étrange. Ils ont vu une cascade apparaître soudainement dans le ciel, une énorme colonne d'eau tomber du ciel et se déverser dans la grande boîte au sol. En peu de temps, la boîte fut remplie d'eau. Tous les villageois étaient abasourdis. Après un très long moment, ils ont entendu 32 dire, on dirait la voie lactée chutant des 9 cieux. Gao Y, cette fois, tes 4 mots sont plus que parfaits. Boum dans sa tête. Cette phrase ne suffit pas à décrire sa magnificence. À côté du village de Gaogia, est apparu un étang géant de bâtons de poissons fréquents. Un large bâton, un étang géant et insondable. L'eau de l'étang est de l'eau courante moderne, elle est si claire et si limpide. Les villageois qui souffrent. Avec la sécheresse, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu autant d'eau. De l'eau. C'est de l'eau. Mon Dieu, un si grand étang rempli d'eau. C'est de l'eau si claire. Est-ce un cadeau du ciel pour nous? Je n'arrive pas à y croire. Longue vie au dieu céleste. Lida Oxuan baissa la tête et regarda Gawa. Dis aux villageois qu'à partir de maintenant, je remplirai cet étang chaque jour. Tout le monde pourra y puiser de l'eau. À l'avenir, pour les besoins du quotidien et pour irriguer les champs. Gawa, folle de joie, s'inclina immédiatement pour le remercier. Puis se tourna vers les
villageois et annonça d'une voix forte le décret divin de Lidaoxuan. Les villageois poussèrent aussitôt des acclamations. Cette fois, nous n'avons plus à craindre la sécheresse. Nous avons de l'eau pour les cultures, c'est génial. Les graines que nous gardions précieusement vont enfin pouvoir servir. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchez-vous d'aller chercher des seaux à la maison pour puiser de l'eau. Du calme, il fait bien trop chaud en ce moment. Quelle culture peut-on bien planter? Il va falloir attendre l'automne. On s'est réjoui un peu trop vite. Les villageois étaient fous de joie, si troublés qu'ils ne savaient plus par où commencer. Mais les yeux des femmes s'illuminèrent. Avec autant d'eau, elles allaient pouvoir laver le linge, se laver. Ça faisait des jours qu'elles étaient salées, malodorantes, depuis plus de 6 mois. Quelle femme peut supporter ça? Alors autant se dépêcher de puiser de l'eau pour au moins remplir sa propre citerne. À cet instant, les larmes de Gawa coulaient déjà à flot. Elle leva les yeux au ciel. Il n'y avait plus rien à voir. Elle regarda de nouveau l'étang devant elle. Il était apparu, bien réel, et véritablement là, devant moi. La scène de tout à l'heure n'était pas un rêve. C'est vrai. Une force invisible et intangible a créé un étang à partir de rien, et a même fait apparaître une cascade inversée, sortie de nulle part. C'est vrai qu'il y a une force invisible et intangible qui a créé un étang à partir de rien, et a même suspendu une cascade à l'envers, sortie de nulle part. Si quelqu'un ose dire que ce n'est pas l'œuvre d'un dieu, elle sera la première à sauter dans l'étang. Le contremaître des collecteurs de céréales fulminait de rage. Gao YYE, qui était tout près, prit la parole. Maître Li, le dieu céleste a quelque chose à vous dire. Maître Li sortit de sa torpeur. Il s'inclina profondément vers le ciel. Quels sont les ordres du dieu céleste? Lidaoxuan est à l'écoute. Il paraît que tu es le conseiller du magistrat du comté, n'est-ce pas? Demanda vivement Gao YYE. Supposant qu'il l'était toujours. À ces mots, Maître Li prit un air amer. Votre humble serviteur a parlé au nom du peuple. Avant-hier, en conseillant à sa seigneurie de ne pas prélever d'impôts, ce qui a mis sa seigneurie en colère. J'ai été jeté à la rue et ne serai plus engagé. C'est ce qu'on appelle s'attirer des ennuis, Lidaoxuan, ou, en d'autres termes, le sort en est déjà jeté. Maître Li s'inclina et dit, c'est effectivement l'expression consacrée. La ferme. Ça m'énerve de t'entendre, dit Lidaoxuan. De mauvaise humeur. Tu ne te rends pas compte à quel point ta façon de parler est agaçante? Pas étonnant que le magistrat du comté t'ait mis à la porte. Le visage de Maître Li se crispa. Lidaoxuan pensait, je croyais que tu étais un conseiller, capable de lire quelques documents officiels au bureau du comté et de rapporter quelques nouvelles au village de Gao. Mais maintenant, il semble que tu ne sers plus à rien, n'est-ce pas? Maître Li fut légèrement ému en entendant cela. Dieu céleste, qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il qu'il avait l'intention de m'engager pour travailler pour lui? Pouvoir travailler pour un dieu est une bénédiction qui s'étend sur plusieurs vies. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Même si je dois mourir et ressusciter, je serai un homme à tout faire aux côtés du dieu. Il s'empressa de dire, votre humble serviteur est utile. Votre humble serviteur peut être utile. Bien que je ne travaille plus au bureau du district. Je suis malin et vif d'esprit. Je sais écrire et compter. Si le Seigneur céleste a des ordres complexes à donner, les villageois d'ici apprendront certainement comment me donner des instructions. Ce serait bien plus fiable. C'est ce qu'on appelle. Il était sur le point de résumer la situation en 4 mots, quand soudain, il se rappela que le Seigneur céleste le trouvait agaçant. Alors il se tut brusquement. Ce changement fut si soudain que son expression se crispa. Lidaoxuan, en le voyant, s'en amusa. Vraiment, pour l'instant, je ne vois rien que je puisse te demander de faire. Retourne à la ville du district. Garde les yeux grands ouverts et les oreilles aux aguets. Renseigne-toi sur tout ce que tu peux, concernant les événements des alentours. Et s'il y a des nouvelles importantes, envoie quelqu'un en informer le village de Gao. Si j'ai besoin de toi pour quelque chose, je t'enverrai quelqu'un, pour te le faire savoir. Sanzé se prosterna au sol, le front collé contre terre. À vos ordres, Seigneur. Après s'être prosterné longuement, il se releva et se dirigea vers la ville du district. Lidaoxuan pensa. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen d'étendre mon champ de vision. La zone panoramique est bloquée au-dessus du village de Gao, et je ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Avec cet homme, Sanzé, c'est comme avoir une paire d'yeux supplémentaires en dehors de la zone panoramique. J'espère que cette paire d'yeux pourra jouer un rôle au moment critique. En se retournant vers le village, il vit que tous les villageois étaient affairés. Les hommes jeunes et forts creusaient dans les champs, et un grand bassin était déjà formé. Ils étaient assez confiants pour ressemer, même si la prochaine récolte n'aura lieu qu'à l'automne. Leur désir impatient de cultiver la terre était incontrôlable. Ils creusaient donc un canal d'irrigation à l'avance. Lidaoxuan, c'est une bonne sensation. La capacité
d'autosuffisance des villageois est maintenant active. Dans les mois à venir, je devrais encore subvenir à leurs besoins, mais en automne, ils commenceront à cultiver la terre et à devenir autonomes. Le coût pour entretenir ce village commencera à diminuer. Si je pouvais utiliser cette méthode pour aider d'autres villages, je pourrais empêcher de nombreuses personnes de mourir de faim. Ensuite, attaquons-nous au problème numéro 2. Quand je ne serai pas dans les parages, les villageois devront être capables de se protéger par eux-mêmes. En repensant au forum militaire et aux romans historiques qu'il avait l'habitude de lire, la première idée qui lui est venue fut d'équiper les 42 villageois d'armes. Mais il a tout de suite réalisé que cette idée n'était pas réalisable pour l'instant. Sans compter que s'il achetait des armes dans le monde moderne, il risquerait la prison. Et même s'il parvenait à obtenir des armes légalement, le problème, c'est que même la plus petite au monde, le pistolet Swiss Minigun, mesure 55 mm de long. S'il met un objet comme ça dans la boîte, sa taille sera multipliée par 200, et les villageois se retrouveront avec un pistolet géant de 11 mètres de long. Comment utiliser un truc pareil? Qui pourrait bien brandir un pistolet de 11 mètres de long pour repousser des ennemis? L'autre idée serait de commander des armes miniatures. Mais il faudrait, pour cela, que chaque arme ne mesure que quelques millimètres de long. Ainsi, après un agrandissement de 200 fois, elle atteindrait une taille de 12 mètres, pour que les gens du Moyen Âge puissent s'en servir normalement. Évidemment, avec le savoir-faire artisanal actuel, personne n'est capable de fabriquer une arme à feu de quelques millimètres. Et s'ils se contentent de fabriquer des épées ordinaires, l'amélioration de l'efficacité au combat des villageois sera limitée. Modèle. La seule solution qui s'offre au chef Oxan est très limitée. Il faudrait apprendre aux villageois à fabriquer eux-mêmes des mousquets. Mais avec les compétences techniques de ces 42 personnes dans la boîte saine, sans même parler de fabriquer des mousquets, il est déjà difficile de forger un couteau de bonne qualité. Ils ne peuvent effectuer que des travaux de force comme couper du bois ou fabriquer des couteaux de cuisine. Il faut oublier cette piste pour le moment et y repenser plus tard. À court terme, le seul moyen de protéger les villageois pourrait être un château solide. C'est le moyen le plus courant pour les villageois de se protéger. Dans l'Antiquité, se cacher à l'intérieur d'une forteresse imprenable. Elle peut résister à la plupart des incursions de bandits et de voleurs. Le bâtiment le plus représentatif est la maison Aka, et c'est quelque chose que Daoxian peut fabriquer dans le monde réel. Il lui suffit de construire un bâtiment similaire à une maison Aka, à une échelle d'1 pour 200 et de le placer dans la boîte saine. Puis de laisser les petites gens y emménager pour qu'ils soient bien plus en sécurité qu'à présent. C'est tout à fait faisable, c'est juste que ça coûte un peu d'argent. L'Idaoxian doit sortir pour trouver quelqu'un qui puisse lui fabriquer un modèle réduit, au 1/200. Mais il sait que le monde dans la boîte se situe après la fin de la dynastie Mine, et il n'est vraiment pas à l'aise à l'idée de laisser la boîte sans surveillance trop longtemps. Il était très inquiet à l'idée de rentrer et de trouver les cadavres des petites gens partout. Après mûre réflexion, il eut une illumination. Il a déplacé la caméra de surveillance de sa maison et l'a installée près de la boîte saine. Pour en ajuster l'angle, il a ouvert l'application de la caméra sur son téléphone. On peut y voir clairement la situation générale dans la boîte. Maintenant, il peut sortir l'esprit tranquille. Il a rapidement hélé un taxi et s'est rendu chez son ami, Kezinzi. 15 minutes plus tard, l'Idaoxian se tenait dans le salon de la maison de son ami Kezinzi. Kezinzi est un homme d'affaires spécialisé dans le business des maquettes. Maquettes de voitures, de bateaux, figurines, robots, dinosaures. Bref, il fait n'importe quel modèle imaginable. Alors, il y a quelques jours, quand l'Idaoxian a reçu la boîte à décor comme cadeau d'anniversaire, il a tout de suite pensé que c'était Caixinci qui la lui avait offerte. En voyant arriver un vieil ami, Caixinci a souri jusqu'aux oreilles. Daoxian, ça fait un bail que t'es pas venu traîner chez moi. Alors, tu viens m'embobiner pourquoi, cette fois, Li? Daoxian a souri. Cette fois, je ne viens pas t'embobiner. Je paie. Caixinci a levé les yeux au ciel. Arrête tes conneries. Tu ne m'as toujours pas payé la maquette du lion que tu m'as commandé la dernière fois. Chaque fois que tu passes. Li Daoxian n'a pas dit un mot. Il a sorti son téléphone et a fait un virement d'1 million. Caixinci a halluciné. Putain. Le virement est instantané. C'est un truc de malade. Ce que tu veux. Ça doit être super compliqué à faire. Je refuse. Je n'accepte pas cette commande. Li Daoxian a souri et l'a taquiné. Toi alors? Le virement est rapide et tu refuses? Et quand je ne te paie pas, tu n'arrêtes pas de te plaindre, hein, Caixinci? C'est l'intuition d'un homme d'affaires. Li Daoxian a fait un geste de la main, indiquant une distance d'environ un demi-mètre. Je veux une maison Aka, grande comme ça, à une échelle de 1 pour 2 cents. Si ces créations sont placées dans la boîte à décor, elles sont agrandies 200 fois. Si la maquette fait un demi-mètre de long, une fois mise dans la boîte, elle peut atteindre 100 mètres, ce qui correspond presque exactement à
la longueur de la grande maison Aka. Kaix ainsi était très surpris. Pourquoi tu veux ça? Bien sûr, Lida Oxian ne pouvait pas dire la vérité. Alors il a raconté un pieux mensonge. Récemment, j'ai regardé un dessin animé. Big Fish and Begonia. Ça parle de la maison Aka, alors j'ai eu envie d'en faire une maquette. À mettre chez vous, je vois, dit-il. Kaix ainsi, pourquoi vouloir le personnaliser? J'en ai un tout près ici, du cent. Pour un. Il a l'air un peu petit, non? Lida Oxian ne le laissa pas finir de parler. Il refusa catégoriquement, je veux du 200 pour un. Kaix ainsi, c'est beaucoup trop grand. J'en ai aussi un du 144 pour un ici, non? Lida Oxian, je dois en faire un sur mesure, du 2 cents pour un. Kaix ainsi commença à se méfier. Des ennuis. Il savait que lorsque l'argent est viré si rapidement, il y a forcément plus de problèmes par la suite. Dites-moi, à part le 200 pour un, quelles sont les autres exigences spécifiques? Ah. Pas la peine d'entendre la suite pour savoir que ça va être super compliqué. Je ne veux ni de peinture en aérosol, ni de panneaux en plastique. Le bois brûle facilement. Le mieux serait d'utiliser. Quel matériau serait le bon? Je ne suis pas un pro, aidez-moi à trouver des idées, écrivit Kaix ainsi. Utilisez des panneaux composites pressés. Non seulement ils sont solides, mais ils sont aussi légers. Vous ne vous casserez pas le dos en le ramenant à la maison. Pensa Lida Oxian. C'est vrai, les panneaux composites pressés modernes sont vraiment excellents. Si on l'applique sur la boîte, son épaisseur sera multipliée par 200. Ce serait génial. Les sabres et les armes à feu de la dynastie. Certaines ne pourront certainement pas la traverser. Un panneau pressé multiplié par 200. Même l'artillerie flottante n'y arriverait pas forcément. Attends. Il faut qu'il soit épaissi. 200 fois, il ne peut pas être trop léger. Je dois lui demander quelle était l'épaisseur d'origine, se dit-il. Lida Oxian demanda avec curiosité, quel est le panneau composite le plus fin? Kaix ainsi, 3 mm. Lida Oxian fit un calcul mental, 3 mm multiplié par 200. Merde. Une fois sur la boîte, ça devient épais de 60 cm. Une telle épaisseur, modèle. Les cloisons entre les pièces prennent trop de place. Si elles atteignent cette épaisseur, le nombre de pièces à Mégu sera considérablement réduit. Il fronça les sourcils. On ne peut pas faire plus fin? Keishin secoua la tête. Si ça ne peut pas être plus fin, je ne peux utiliser que de la tôle de fer. La tôle de fer fait 1 mm d'épaisseur. Lida Oxian calcula mentalement. Une tôle de fer d'1 mm d'épaisseur. Une fois placée dans la boîte, c'est l'équivalent d'une plaque de fer de 20 cm d'épaisseur. Très bien. La tôle de fer. C'est excellent. Ça ne prend pas autant de place que les panneaux pressés et c'est plus solide. D'accord, de la tôle de fer d'1 mm d'épaisseur. Keishin, une maquette faite avec cette tôle de fer n'aura aucune texture. Ça donnera l'impression que, cette maquette est faite avec des matériaux bas de gamme. Lida Oxian, je n'ai pas besoin de texture. Ce que je veux, c'est justement utiliser des matériaux bon marché. D'ailleurs, cette maquette ne doit pas seulement avoir une belle apparence extérieure, elle doit aussi être très détaillée à l'intérieur. Chaque pièce doit être faite à l'échelle parfaite. Keishin. Oui, bien sûr. C'est impossible. La maison à cour carré a plus de 200 pièces. Toutes ces petites portes et fenêtres. Si je dois les faire tout en détail, pour qu'elles puissent s'ouvrir et se fermer, tu sais la main-d'œuvre que ça demande? Ajoute 10 000. Lida Oxian pensa. Putain, c'est si cher? Mieux vaut qu'il n'y ait ni porte ni fenêtre. Je peux faire la structure principale et laisser les petits bonshommes faire les portes et les fenêtres. Lida Oxian. Alors je ne veux ni porte ni fenêtre. Là où il devrait y avoir les portes et les fenêtres. Laisse juste un trou noir. En plus, la maison traditionnelle à cour carré présente des défauts dans la conception de son système de drainage. Modifie-le en suivant un plan moderne. Keishin faillit renverser la table. Maudit crétin. Quel genre de système de drainage envisagez-vous? Pour un modèle au style si moderne, ce modèle ne serait plus considéré comme une maison à cheval authentique. Un modèle comme celui-ci, quelle valeur de collection aurait-il? Lida Oxian, je m'en fiche éperdument. C'est moi le client, maintenant. Peu importe à quel point mes exigences sont ridicules, vous n'avez pas votre mot à dire. Keishin-si, murmura-t-il pour lui-même, Keishin-si. Il était au bord de la nausée. Après avoir levé les yeux au ciel, il lança avec un entêtement fin. Vous voulez qu'on ajoute des roues sous la maison à cheval? Qu'on y installe un moteur et une télécommande? Alors, toute la maison à cheval pourrait foncer comme un gros tank? À l'origine, il ne faisait que râler, disant n'importe quoi pour critiquer le client, mais il ne s'attendait pas à ce que cette moquerie, en parvenant aux oreilles de Lida Oxian, fasse briller ses yeux. Il se frappa la cuisse, putain. Keishin-si, vous êtes un génie. Faites-le comme ça. Ajoutez-lui des roues. Installez un moteur. Une télécommande.
Faitant un super tank de combat. Une charge inarrêtable, sans égale au monde. Keishin-si, putain. Ne me prenez pas au mot. Ce qui en sortira, ce ne sera pas une maison à cheval. Mais un jouet pour gamin pervers, sans aucune valeur esthétique ou de collection. Il lui tapa sur l'épaule. Et éclata de rire. C'est un jouet pour gamin pervers. Que je veux. Je me fiche de la valeur esthétique. Au fait, faites les pneus plus gros, pour qu'ils puissent faire du tout-terrain léger. Vous continuez sur votre lancée. Keishin-si leva les yeux au ciel. Ce Giafan est complètement fou. Je le savais. Depuis que Pangu a créé le monde, aucun Giafan n'a jamais été normal. Après avoir râlé, il ajouta les pneus, le moteur, la télécommande. Ce qui rajouta 1 milliard au devis. Lida Oxuan paya la somme et convint d'une livraison dans un mois. Puis il rentra chez lui. Au supermarché, à l'entrée de sa résidence. Il acheta nonchalamment un autre morceau de 200 grammes de blanc de poulet pour 5 yuan. De retour chez lui, il coupa un petit morceau du blanc de poulet avec un couteau et le déposa délicatement devant Gawa. À cet instant, Gawa, qui rentrait de l'étang avec de l'eau, portant 2 seaux, marchait en titubant. Soudain, la main géante du dieu céleste apparut, tenant un morceau de poulet énorme. Elle le posa lentement devant elle, et puis, zou, elle remonta au ciel. Dans le ciel, la voix bienveillante du dieu céleste résonna, rappelant à tout le monde. Si vous avez l'habitude de manger des choses légères, votre estomac ne pourra pas supporter de manger trop de viande d'un seul coup. Que tout le monde le mange tranquillement. D'un point de vue scientifique, si le modèle de maison de catalogue est agrandi 200 fois dans les mêmes proportions, de combien son poids augmentera-t-il? Il deviendra aussi lourd qu'une vraie maison. Même si les roues et le moteur sont agrandis 200 fois, en théorie, il ne pourrait pas être actionné. Le caoutchouc qui recouvre les pneus ne pourrait pas supporter un tel poids. Mais cette maison de catalogue n'est pas seulement apparue sur la liste après avoir été placée dans la boîte. Son corps principal est toujours dans la boîte de diorama du protagoniste. Elle est donc toujours influencée par les lois de la physique du monde du protagoniste. C'est pourquoi le grand char d'assaut peut exister dans la boîte de diorama du protagoniste. De la viande. Le dieu céleste nous a envoyé de la viande, cria Gawai. Tout le village de Gawai s'anima instantanément, tout le monde s'est immédiatement approché. C'est du poulet. C'est du blanc de poulet. Même s'il est énorme. C'est bien du blanc de poulet. Je ne peux pas me tromper. Un blanc de poulet aussi gros. Il a dû être découpé sur le poulet divin. Ce doit être le poulet divin du royaume céleste. Les villageois ne le savent pas non plus. Il y a plusieurs années, durant les années où le climat était favorable, certaines personnes au village élevaient aussi des poulets. Mais avec le temps, chaque année est pire que la précédente. Les gens n'ont rien à manger, alors où trouver du bétail pour nourrir la volaille? Dans le village de Gao, il ne reste même plus un chien ou un chat. À part un groupe de villageois hurlant de faim, on ne trouve plus âme qui vive. Alors maintenant, voir un morceau de viande met tout le monde en émoi. Gao Shugu, immédiatement, est allé chercher un couteau, prêt à découper quelques morceaux de viande pour les ramener chez lui et s'offrir un festin. Gao Chu dit d'un ton sérieux, le dieu céleste a dit que nous sommes habitués à une nourriture légère. On ne peut pas manger trop de viande d'un seul coup. Nos estomacs ne le supporteraient pas. Il faut y aller doucement. Shugu, c'est toi qui dois faire le plus attention. Gao Shugu se gratta la tête. L'air penaud. Ah. Il faut aussi faire attention à ça? Le chef du village s'avança. Ce que le dieu céleste a dit, ça concerne sûrement quelqu'un comme Shugu. Manger à l'excès lui fera mal à l'estomac et ça peut le tuer. Ne donnez pas une trop grosse part à Shugu d'un coup. Il ne pourra certainement pas s'empêcher de tout manger. Gao Shugu, aïe, aïe, aïe. Le chef du village ordonna que chaque personne ne prenne qu'1 ou 2 onces de viande. Les enfants la mangeront froide. Le reste de la viande sera coupé en lanières et suspendu pour sécher à l'air libre et éviter qu'elle ne pourrisse. Un villageois d'âge mûr s'approcha. Chef du village, nous n'avons pas assez de sel. Si la viande de poulet n'est pas salée, pendant le séchage, elle va pourrir. Plutôt que de la laisser se gâter, il vaut mieux tout manger. Je préfère mourir d'une indigestion que de voir une si bonne viande se perdre pour rien. Gao Chu, oui, oui. Chef du village, je préfère mourir de la diarrhée plutôt que de la gaspiller. Lida Oan était ravi. En entendant cela, il n'a pas ramassé la viande en trop, ni ne l'a mise au réfrigérateur, mais il est entré dans la cuisine, a sorti un paquet de sel, et, sous les yeux de Gawai, en a versé un petit tas. Les villageois ont levé les yeux et ont vu dans le ciel que le sel semblait tomber de nulle part. Comment le dieu céleste aurait-il pu l'ignorer? Attention à ne pas trop en manger d'un coup et à devenir tout gros. Maintenant, il y a du sel. On va saler la viande. Autant de sel. Le sel est si cher, et il nous en a donné autant. Mon Dieu, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas acheté de sel. Les villageois
se sont de nouveau agenouillés par terre, se prosternant frénétiquement en direction du ciel. Ainsi, les villageois de la famille Gao ont eu de quoi s'occuper aujourd'hui. Les hommes ont brandi leurs couteaux, hachant la viande encore et encore, découpant les énormes blancs de poulet, les coupant en fines lanières et broyant l'énorme sel raffiné pour le réduire en poudre. Ensuite, ils ont roulé les lanières de poulet dans la poudre de sel, les recouvrant jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches et dodues. Puis ils les ont suspendues pour que le vent sec emporte l'humidité des lanières de poulet. En réalité, ce travail est assez épuisant, mais les villageois avaient le sourire aux lèvres en travaillant. Cet après-midi-là, de la fumée a commencé à s'élever dans le village, et chaque foyer cuisinait dans ses marmites. Dans tout le village, une bouillie de riz verdâtre et bleuté avec du poulet, coupant 1 ou 2 morceaux de poulet en petits dés, le faisant cuire avec du riz blanc jusqu'à ce que le tout épaississe. D'ailleurs, ils ont aussi ajouté des feuilles de chou. Le porridge final était riche en couleurs, arômes et saveurs. Un parfum qui s'attarde sur les lèvres et entre les dents. Le vieil homme Gao a dévoré 5 grands bols d'affilée, et même la délicate Gao en a mangé 2. En voyant ça, le jeune homme moderne qu'était Li Daoxian ne put s'empêcher de déglutir. Il a vite sorti son téléphone portable et a commandé un bol de riz à la soupe de poulet pour apaiser sa faim. Tout en dévorant son plat, il en a profité pour ouvrir son application bancaire et jeter un œil à son solde. Il lui restait encore plus de 20 000 yuan d'économie, mais cette somme ne semblait pas suffisante. La personnalisation d'une maison ronde lui avait déjà coûté 2 000 yuan. S'il voulait aider plus de petites gens à l'avenir, l'argent risquait de s'écouler comme de l'eau. Il a réfléchi sérieusement pendant 2 secondes, puis a ouvert QQ et a trouvé un avatar qu'il n'avait pas contacté depuis très longtemps. Il a ouvert la conversation et a envoyé un message. « Frérot, c'est Li Daoxian. Il y a 6 mois, tu m'as contacté pour me demander si je voulais faire des missions en freelance. À l'époque, j'ai refusé. J'étais jeune et naïf. Si tu as des projets de design à l'avenir, et que je suis en mesure de les réaliser, je suis prêt à accepter. Le prix est négociable. » L'avatar a clignoté presque aussitôt. Visiblement, il n'attendait que ces mots. « Justement, j'ai une mission pour toi. Des designs de personnages pour une société de jeux vidéo. Ils en ont besoin de toute urgence, sous 5 jours. 4 designs de personnages pour 3 millions. Tu acceptes ?» Li Daoxian a accepté. Le jour s'est levé. Une nouvelle journée commence au studio Suanjin. Li Daoxian s'est étiré paresseusement tout en se frottant les tempes. Il est sorti du lit. Il avait travaillé jusqu'à 2 heures du matin pendant 5 jours d'affilée. Il a mis toutes ses forces dans la création des designs de personnages que la société de jeu voulait. Après la validation par le client, ils ont chipoté sur quelques petits détails. Il les a modifiés selon leurs exigences, mais ils ont ensuite que la première version du design était meilleure. Il a donc terminé le travail et a reçu 3000 loans. Il a confirmé que l'argent avait bien été versé sur sa carte, avant de trouver le sommeil. Une fois endormi, il est tombé dans un profond sommeil et ne s'est pas réveillé avant l'aube. Ces 5 derniers jours, il était occupé à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, négligeant les petits êtres dans la boîte. Il se contentait de leur donner de la nourriture régulièrement et de remplir le récipient de Lucky Luke avec de l'eau tous les jours. Il ne les surveillait pas de près non plus. Maintenant qu'il est enfin libéré de ses soucis, il a décidé de passer un bon moment avec ses petits animaux de compagnie. Aujourd'hui, à peine s'était-il assis près de la boîte d'observation, qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Les petits habitants du village étaient maintenant tous rassemblés près de l'étang, discutant à voix basse. Li Daoxian a rapidement fermé la fenêtre pour insonoriser la pièce. Il a collé son oreille contre la boîte pour pouvoir entendre leur voix de moustique. Quelqu'un vole de l'eau. Regardez, le niveau 2. L'eau dans l'étang a beaucoup baissé en une nuit. Oui, regarde. Ces empreintes en désordre. Il y a eu pas mal de monde qui est venu voler de l'eau la nuit dernière. Li Daoxian a regardé de plus près. Effectivement, le niveau de l'eau dans le récipient de Lucky Luke avait considérablement baissé. Ce récipient mesure 20 cm de long dans la réalité. Une fois placé dans le monde des petits êtres, il est agrandi 200 fois. Ce qui signifie qu'il se transforme en un immense étang de 40 zang de long. Un étang aussi grand, et du jour au lendemain, le niveau de l'eau a baissé d'un demi-chi de profondeur. Le voleur d'eau est plutôt doué. Ou plutôt, il faudrait dire qu'il y a de nombreux voleurs d'eau. Le regard de Li Daoxian a suivi les empreintes désordonnées du voleur d'eau, s'étendant jusqu'à la périphérie du village. Mais bientôt, ces traces ont atteint le bord de la statue décorative et sont sorties de la boîte. Elles avaient disparu. Il n'avait rien pu faire pour l'éviter. Froncement de sourcils. Le plus grand inconvénient de cette boîte, c'est que l'angle de vue est trop étroit et qu'on ne voit que très peu de choses. On ne peut voir que cette zone du village de Gao. Le monde extérieur est complètement inconnu, sans aucune idée de ce qui se passe. Je dois trouver un moyen d'élargir la vue depuis l'intérieur de cette boîte. Dans SolidWorks One.
Après 2 secondes de contrariété face à la vue limitée. Il se souvint qu'il y a 5 jours, à côté de la boîte panoramique, il avait installé une caméra de surveillance qui filmait tout à l'intérieur de la boîte. Elle enregistre en boucle. La vidéo enregistrée hier soir peut sûrement encore être récupérée. Il alluma rapidement son téléphone, ouvrit l'application de la caméra de surveillance et afficha la liste des enregistrements. Il s'était endormi après 2 heures du matin la nuit dernière, il n'avait donc qu'à regarder les enregistrements postérieurs à 2 heures. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il découvre la vérité. Sur le vol d'eau, dans l'obscurité de la nuit, un grand groupe de personnes, vêtues de haillons, presque comme les habitants du village de Gao, des gens petits et pauvres, portant des seaux. Profitant de la lumière de la lune, ils se sont approchés furtivement du grand étang du village de Gao. De leurs propres mains et de leurs propres pieds, ils ont plongé les seaux dans l'étang, ont rempli 2 seaux et les ont soulevés. Puis ils se sont mis à courir comme s'ils fuyaient le village. Environ 1 heure plus tard, ce groupe est revenu, a de nouveau rempli 2 seaux d'eau et s'est enfui. Ils ont fait ça 3 fois, aller-retour. Ça leur a pris 3 heures, jusqu'à ce que le jour se lève presque. Ensuite, ce groupe n'est pas revenu. L'eau de l'étang avait baissé d'un demi-pied. En voyant cette scène, Lidaxian ne savait pas quoi dire. Il rangea son téléphone et écouta les villageois continuer à discuter pour savoir d'où venaient les voleurs qui prenaient leur eau. C'en est trop pour le village. Cette précieuse source d'eau nous a été offerte par le grand Dieu. Comment pouvons-nous laisser d'autres la voler? Où est le chef du village? Que le chef du village dise quelque chose. Que devons-nous faire? Devrions-nous suivre ses traces pour retrouver les voleurs d'eau et les tabasser? On doit absolument les tabasser et récupérer l'eau. Sinon, le grand Dieu va certainement nous reprocher de ne pas avoir protégé l'eau divine qu'il nous a donnée. Lidoxian prit la parole. Gawa, écoute. Dis à tout le monde qu'il est inutile d'enquêter sur le vol d'eau. Il dormait paisiblement avec les villageois, quand soudain il entendit quelqu'un crier. Quelqu'un a volé l'eau que le grand Dieu nous a donnée. Dans le ciel, il se souvint de la voix du Dieu céleste. Il soupira et leva les yeux. Il vit dans les nuages le visage jeune et magnifique du Dieu céleste. Il s'empressa de dire. Dieu céleste, quelqu'un vole ton don. N'es-tu pas en colère? En l'entendant crier, les villageois levèrent tous les yeux en même temps. En le voyant regarder le ciel et parler, ils comprirent qu'il s'adressait au Dieu céleste. Tous se couvrirent la bouche, n'osant plus faire le moindre bruit. Lidoxian leur dit, ce sont des villageois d'un autre village. Ils n'ont plus d'eau à boire et ne peuvent pas survivre. C'est pourquoi ils sont venus voler l'eau du village. Là-haut, le peu d'eau qu'ils ont volé n'est rien. Je la remplirai à nouveau. Il n'est pas nécessaire de pourchasser un groupe de personnes sur le point de mourir de soif. En criant et en voulant les tuer, là-haut et je, rapidement, transmirent ces paroles à tous les villageois. Les villageois abandonnèrent aussitôt leur air féroce et leur envie de se battre, et s'inclinèrent vers le ciel, tous en même temps. Le Dieu céleste est miséricordieux, sa grâce divine est universelle. Grande est sa compassion. Les louanges fusaient les unes après les autres, que ce soit des bénédictions ou des mérites dignes de prière. Tout s'est envolé vers le ciel. Lidaxian soupira profondément et pensa. Effectivement, juste. Sauver 42 petites personnes, ça ne suffit pas. La prochaine étape, c'est de sauver encore plus de petites personnes. Commençons par ce groupe de villageois qui volent l'eau. J'espère que ma puissance financière pourra suivre. Cette nuit-là, le ciel s'assombrit. Les 42 petites personnes du village de Gao rentrèrent toutes dormir chez elles. L'ensemble du diorama retourna à son état par défaut. Mais Lidaxian n'était pas pressé de dormir. Il était toujours assis devant l'ordinateur, à feuilleter des documents historiques sur la fin de la dynastie Ming. En même temps, son regard se tournait de temps en temps vers le diorama, en direction de l'endroit d'où était venu le groupe de voleurs d'eau la nuit précédente. Il est tard dans la nuit, 3 heures du matin. Le Xuang Jinshi, à l'extérieur, ne dort toujours pas. La vie nocturne des gens d'aujourd'hui est très riche. Il y a encore des voitures qui filent sur la route. Devant la fenêtre, dans la rue à l'extérieur de la résidence. Les gens qui mangent des barbecues et boivent de la bière la nuit crient encore. Goku est chaud. 666 au 7 fait. Lidaxian prit son téléphone et commanda un barbecue, en livraison pour son repas du soir. À ce moment-là, il y eut du mouvement à Jeanjin. Du bord nord du diorama, un petit homme aux vêtements en lambeaux sortit et se dirigea vers Gao Yakin. Il sautilla un moment, fit un signe de la main. Derrière lui, et un grand groupe de petits hommes apparut. Chacun portait un seau d'eau, le dos courbé, avançant tant bien que mal, en direction de Gao Yakin. Lidaxian ferma la fenêtre, s'isolant du bruit extérieur. Quittant la pièce, absolument silencieuse, il colla ensuite son oreille contre la boîte de Zojin. La boîte était silencieuse. Les petits bonshommes marchaient sans faire de bruit. Peu de temps après, ils arrivèrent au bord de la boîte de Lucky Luke le chef.